notre nouvel horaire pour tout ce qui concerne l'étrange, le bizarre, ce qui échappe au rationnel, avec donc 2 heures, de 15h à 17h tous les dimanches après-midi. J'espère que nous ferons l'amitié de glisser de la matinée à l'après-midi. Et nous allons entamer cette série d'émissions par un sujet que nous n'avons pas vraiment traité de cette manière-ci, puisqu'il s'agit des extraterrestres, mais qui viendraient enlever des humains auxquels ils glisseraient des implants dans diverses parties du corps. Il y a un docteur américain qui vient à Paris cette semaine, qui tiendra conférence d'ailleurs à la salle Adiar, 4 Square Rap à Paris, c'est dans le 7e, salle Adiar, A-D-Y-A-R, Square Rap à Paris. Il s'appelle le Docteur Lair, il a écrit un livre OVNI et implants où il raconte ses expériences avec des photos et il dit que c'est là la preuve indubitable qu'il y a bien des personnes qui vivent des situations invraisemblables, bien qu'abracadabranques, mais les implants retirés sont le signe qu'il ne s'agit pas d'hallucination. Pour traiter le sujet, comme le docteur Lair par l'américain, il n'était pas question de l'avoir avec nous durant 2 heures. En revanche, j'ai demandé à Marie-Thérèse Debrosse, qui est journaliste, écrivain, elle a été grand porteur à Paris Match, elle a écrit un livre formidable qui s'appelle Enquête sur les enlèvements extraterrestres et qui est aux éditions J'ai lu. Et puis Gildas Bourdet, qui est un intime, je dirais d'une certaine façon, du docteur Lair. Il passe sa semaine à l'accompagner dans ses pérégrinations parisiennes. Il est écrivain, ufologue. Il a écrit, entre autres, OVNI, la levée progressive du secret aux éditions JMG et OVNI, 50 ans de secret aux presses du Châtelet. Voilà, je pense qu'on a bien planté le décor. Alors, la première question à poser, tout d'abord, c'est qui est le docteur Lair avant de parler des extraterrestres? Soyons bien terre à terre. Bon, puisque je le connais maintenant assez bien, je vais en dire 2 mots. Excusez-moi, mais vous n'avez pas donné la date pour la salle Adiar, c'est mercredi soir, donc à 20h. Eh bien voilà, c'est fait, parfait. On se complète. Voilà, pour avoir l'information complète. Bon, le docteur Lair, c'est un homme qui a maintenant 68 ans, qui est très affable, très sympathique, et c'est un bon vivant californien, dirons-nous, marié, père de 3 enfants, et qui a fait toute une carrière de chirurgie, donc spécialisation dans la chirurgie des pieds. Et il s'intéressait beaucoup aux ovnis depuis de nombreuses années. Alors il faut quand même dire pourquoi il s'est intéressé aux ovnis. Oui. Parce que quand on est médecin, a priori et spécialiste des pieds, on est plutôt, alors comme le pied c'est près du sol, on n'a pas la tête dans les étoiles, on n'est pas avec les extraterrestres. Oui, peut-être que c'est une compensation de sa part, moi je ne sais pas, il faudrait examiner les tréfonds psychologiques de l'homme. Alors non, mais comment les circonstances ont fait qu'un jour il a été confronté à des éléments... Bon, il s'intéressait depuis longtemps aux ovnis et il n'avait pas eu vraiment d'expérience personnelle, mais il s'intéressait à ces choses-là depuis longtemps. Et il faisait partie de ce grand groupe américain qui s'appelle le MUFON, qui est le plus grand groupe américain. Il faisait partie de la branche californienne. Et un jour, à une conférence, un autre ufologue s'est présenté à lui et lui a montré une radio d'un pied d'une personne dont il s'occupait avec un petit objet métallique en disant c'est peut-être un implant extraterrestre. Alors le docteur Lair était intrigué, bon il a dit je veux bien l'examiner, puis finalement il a eu lieu cette première opération et qui a été suivie d'autres et maintenant il y a eu une dizaine d'opérations. Non, alors, je vais quand même un petit peu tempérer les choses, parce qu'il faut savoir, vous parlez des opérations, les opérations dont on parle, ce sont les opérations où le docteur Lair aurait retiré des implants présumés. Voilà, bon, présumés, oui. Présumés, on ne peut pas dire plus. Oui, il faut quand même, moi je suis obligé de rajouter un petit bémol. Le grand déclenchement de l'intérêt du docteur Lair pour ces histoires-là, et sa rencontre avec un personnage que je suis obligé de dire à la radio que je trouve excessivement peu crédible. Et encore, je tempère mon... Vous parlez de Derrell Sims. Derrell Sims. Oui, mais il est d'accord. Attendez, les gens qui disent sur les... Non, attendez, il faut voir comment se passe la recherche. Simplement, n'entrons pas, c'est pas le principe de l'émission, on n'est pas dans une polémique, on va essayer de... C'est pas une polémique. Ah, voilà, il faut situer le problème. On parle des enlèvements depuis 82, 83 aux États-Unis sous manteau, un peu plus depuis 87. C'est un sujet qui était totalement inconnu en France. Bon. Et la recherche se fait de façon
un peu désordonnée, parce qu'il ne faut pas oublier que les ufologues qui ne s'intéressaient qu'aux ovnis, les choses qu'on voyait dans le ciel, étaient très gênés quand il y avait des cas de rencontres présumées avec des humanoïdes, parce que les ufologues américains, parce que l'ufologie française était peu importante, les ufologues américains voulaient être pris très au sérieux par les milieux politiques et par l'armée. Donc il se disait, si nous parlons de choses dans le ciel, un domaine que connaît bien Gildas, nous serons crédibles. Mais si on commence à raconter que ces ovnis sont pilotés par des extraterrestres qui se montrent aux humains, nous allons être complètement décrédibilisés. Donc, attendez, il y a pas un dossier. Non, mais il n'y a pas que ça. Là, vous dites des extraterrestres qui se montrent aux humains, c'est un premier point, mais là, ça va beaucoup plus loin. Ah oui, mais c'est pas il y a des enlèvements et en plus, la greffe d'appareils, afin, on peut l'imaginer. Je voudrais dire un mot. Attendez, on a le temps, on a 2 heures, oui, bien sûr. on n'est pas... On peut être dans la relance, on est en toute convivialité, ça a toujours été le principe de cette émission. Bien sûr. On est là pour faire ouvrir un dossier, savoir ce qui est recevable, pas recevable. Alors, si on dit tout est loufoque, il n'y a même pas d'émission. Je pense que si vous venez là tous les deux, c'est qu'éventuellement vous avez des pièces à verser au dossier pour dire il y a au moins des questions à se poser. Absolument. Voilà, maintenant, parce que si on commence à brailler les uns et les autres, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est juste pour dire que, n'est-ce pas, il y a eu plusieurs étapes. On s'est occupé d'abord des choses dans le ciel, et puis on s'est occupé de présumées apparitions d'extraterrestres, et puis après ça sont venus à jour, à la lumière, surtout grâce à Bud Hopkins d'ailleurs, les histoires d'enlèvement. Alors à partir des histoires d'enlèvement, parce qu'il faut quand même situer les choses dans une perspective historique du courant des idées, vous avez un mouvement puissant maintenant, important, qui s'appelle le New Age, avec toutes sortes de croyances que je ne qualifierai pas ici. Et où on mélange tout, on mélange les traditions, les religions, le chamanisme, on touille, on obtient une espèce de sauce. Et maintenant, les aliens font partie du fonds de commerce du New Age. Et alors que les gens, au début, étaient très reluctant, comment est-ce qu'on dit réticents vis-à-vis de cette affaire-là. Maintenant, moi, je vois, parce que je suis comme spécialiste dans cette recherche, que j'ai par centaines des appels de gens qui se disent enlever, avoir des implants, bien. D'accord, alors donc, simplement, on en parle beaucoup. Je voudrais quand même, dès le départ, parce qu'on va pas faire l'écho de les différents clans, etc. Moi, la question que je vous pose, à l'un et à l'autre, y a-t-il des cas, même s'il n'y en avait qu'un seul, qui soit suffisamment étayé, qui nous pose des questions et qui puisse mériter d'être passé au crible afin de se dire il y a là peut-être une probabilité de. Oui, la réponse est oui, il y en a même un certain nombre. Bon, vous, Marie-Thérèse, dans l'enquête que vous avez menée, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a des histoires que vous racontez dans votre ouvrage qui sont suffisamment claires, nettes et précises pour dire là oui, on doit se poser une question, ce n'est pas une hallucination. Il y a des histoires tout à fait crédibles, de témoins tout à fait fiables, avec un certain nombre d'examens médicaux, que ce soit des scans, des images par résonance magnétique nucléaire. Le dossier est vraiment ouvert, il est sérieux, et il faut s'y pencher. Alors bon, on va s'intéresser à cette partie du dossier. Oublions tout ce qui est loufoque, oublions tout ce qui est charlatanisme, oublions tout ce qui est abus de crédulité et surtout d'exploitation de la crédulité des gens, et voyons ce pourcentage. On peut citer à combien de toutes les histoires qui sont racontées d'enlèvement et d'extraterrestres, combien constitue vraiment une interrogation sérieuse. On ne peut pas donner un pourcentage, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Non, on peut dire que si l'on rassemble les témoignages qui ont été étudiés par un certain nombre de chercheurs crédibles, vous avez cité Bob Hopkins, c'est l'un des meilleurs, incontestablement, il y en a quelques autres, non pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi, en Grande-Bretagne, en Italie, au Brésil et ailleurs, même en France. Il y en a beaucoup, très peu en France, apparemment. Mais il y a quand même un certain nombre de dizaines de cas qui méritent très sérieusement attention. Mais cela dit, je voulais ajouter un mot, mais quand vous avez dit que le docteur Lair a dit qu'il tenait la preuve indubitable, non, il ne dit pas cela, il est beaucoup plus prudent que cela, le docteur Lair. Il dit que lui, il s'intéresse aux preuves matérielles
aux indices matériels, et c'est pour ça qu'il s'est lancé, il a eu l'occasion, et il l'a fait, donc, de se lancer sur ces opérations d'objets étranges, et qu'on a étudié, qui ont fait l'objet quand même d'un certain nombre d'études. Voilà. Alors on va prendre différentes histoires qui sont entre autres dans son ouvrage, extrêmement développé. Lorsque vous dites les Français s'y intéressent pas trop, y aurait-il des endroits propices à ces enlèvements si on se réfère à ce qui est couché, je dirais, sur les rapports de gendarmerie ou des autorités? Est-ce que ça serait plutôt au Canada? Est-ce que ça se passerait je en veux dire vraiment, j'ai Papouasie-Nouvelle-Guinée? l'impression que pour la connaissance que j'ai du dossier, que je suis très précisément depuis très longtemps, il y a peu de cas crédibles en France. C'est beaucoup de l'ordre du fantasme. Mais tout. Alors, dans quelle région du monde y a-t-il des... Alors moi, je vous dirais tout de suite États-Unis, Brésil et Mexique. Oui. Bon, quelques cas au Canada, plus le Canada américain. Canada, Grande-Bretagne, Australie. En Australie, quelques-uns, et en Angleterre aussi. Mais statistiquement, c'est quand même d'abord les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de chercheurs. Si vous faites une recherche sur les enfants violés, par exemple, vous trouverez beaucoup plus de cas en France qu'au Pakistan. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des gens qui travaillent sur ce dossier. Oui. Et quand il y a des gens qui travaillent sur un dossier, on exhume des choses. Alors il y a aussi une mentalité, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, si on dit être enlevé par un extraterrestre, bien sûr tout le monde ne vous accueillera pas avec effusion en disant mais racontez-nous, et c'est plus que crédible, mais en revanche quand même on ne raillera pas, on fera attends. Alors qu'en France on est quand même plus je parle des gens qui pourraient avoir vécu des expériences authentiques. Ils ne tiennent pas à la publicité en général. Ça, j'ai remarqué que ceux qui veulent de la publicité, etc., ce sont les faux cas. Bon. Pour autant, si on a la possibilité de raconter leur histoire, c'est qu'ils l'ont confiée à des tiers. Sinon, ils ne seraient pas. Oui, mais ça ressort parfois des années après. Moi, j'en ai rencontré un là en 2000, Tim Cullen, c'est l'avant-dernier opéré. Il a gardé son histoire pendant 20 ans. C'est toujours pareil. 20 ans. Et alors là, on pourrait se dire que quelqu'un qui garde une histoire pendant 20 ans, il a dit pourquoi? Vous savez ce que c'est? Parce qu'il avait des filles en bas âge et il a attendu qu'elle ait l'âge. Et que vos enfants se moquent de vous parce que vous avez vécu une histoire aberrante et que vous risquez de perdre votre boulot parce qu'il vous est arrivé une histoire. Il ne faut pas oublier le problème du travail. Non, mais on est d'accord, mais simplement on peut se dire qu'une histoire rapportée 20 ans après, la mémoire l'a enrichie de quelques fantaisies et que ça perd du crédit. C'est possible, sauf que l'opération a eu lieu. Moi, je l'ai vu 1 mois et demi après son opération. C'était à Laughlin, au Nevada, en mars 2000. Il avait été opéré 1 mois et demi avant. Alors, j'ai vu sa cicatrice. Alors, attendez. Racontons cette histoire. L'histoire de ce personnage. Allons-y, si vous voulez. C'est une bonne histoire. Tim Cullen a raconté, c'est un petit entrepreneur de bâtiment très sympathique, un grand gaillard, très costaud, très jovial, bon vivant, qui donc a raconté et il a vraiment pas besoin de ça pour son travail, ça ne sert à rien. Il a raconté qu'en 1973, il roulait la nuit avec sa femme, tard le soir, et ils ont eu une rencontre rapprochée très impressionnante, et ils ont eu ce qu'on appelle un missing time, un temps manquant de 2 heures et quelques. Alors on est dans quelle région là? Ça se passe comment s'appelle la région de Phoenix, Arizona. Phoenix, donc c'est en côte ouest. C'est ça, dans les montagnes rocheuses, dans le sud des montagnes rocheuses. Ce sont des zones assez désertiques, il y a peu de monde. Et alors, il y a beaucoup d'observations d'OVNI par contre, toute cette zone ouest. Et il a essayé d'oublier ça, mais ils étaient troublés quand même, lui et sa femme. Mais peut-être 2 ou 3 ans plus tard, il s'est blessé à la main, et il a eu une radio, et on lui a dit, monsieur, vous avez un objet métallique là au-dessus du poignet. Il a dit, ah bon, je ne sais pas d'où ça vient. Et il n'a rien fait. Il a continué à vivre avec, mais il a commencé à gamberger, il a commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Et puis c'est tout. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, quand on a commencé, comme expliquait Marie-Thérèse, à beaucoup parler de ces histoires, à partir des années 80-90, qu'il a commencé à faire le rapprochement avec son enlèvement. Et de fil en aiguille, il a fini par vraiment s'intéresser et il a donc contacté le docteur Lair. Il n'a pas eu
En revanche, il n'a pas eu de séance de régression hypnotique avant l'opération, et même après, quand je l'ai rencontré, il n'en avait toujours pas, en tout cas. Alors ça veut dire qu'il n'est pas capable de raconter. Non, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il sait que il a eu une observation d'OVNI très rapprochée, et qu'il suppose que c'est à ce moment-là qu'on lui a posé un implant. Alors, c'est quand même relativement, effectivement, le lien est relativement mince, mais quand même, il y a quelque chose. Bon, alors simplement, qu'est-il sorti? Le docteur Lair l'opère en endoville. Oui, il l'a opéré, et cet implant était assez remarquable. Il était donc sur la main gauche? C'était au-dessus du poignet gauche. J'ai eu la cicatrice là, ici, juste au-dessus du poignet. Et cet implant a eu, comme les implants précédents d'ailleurs, un certain nombre de propriétés assez remarquables, et notamment des propriétés magnétiques. Ils se sont rendus compte que tant qu'il était dans le corps, et tant qu'il était placé dans du sérum sanguin de l'opérer, parce que Lair a découvert qu'il fallait le mettre dans un sérum pour le protéger, pour le conserver. Oui. Il a des propriétés magnétiques. Quand on l'enlève, il finit par perdre ses propriétés assez rapidement. Et alors là aussi, il y a une membrane qui entoure cette espèce de petite graine. C'est la forme d'une graine comme on en discutait tout à l'heure, de cantaloupe. C'est un melon espagnol ou italien. C'est une assez grosse graine. Et vous avez les photos. Oui, dans le livre. Et alors, il y a une membrane très costaud, très dur. Il ne peut pas couper avec le scalpel jusqu'au moment où, comme pour les propriétés magnétiques, après qu'on l'ait sorti du sérum, au bout d'un certain temps, il s'effrite, et si on le met dans l'eau, il devient mou et on peut couper et il devient presque transparent. Et à ce moment-là, on voit apparaître un objet métallique à l'intérieur. Ces objets métalliques ont été étudiés aussi. Ils ont des propriétés métalliques assez remarquables. En l'occurrence, pour faire court, il y a d'une part, il y a un ensemble d'éléments atomiques assez curieux, très spécial, qu'on ne s'explique pas bien. Et il y a, d'autre part, ces propriétés donc magnétiques, et il y a encore autre chose, c'est qu'ils se sont aperçus, il y a une analyse poussée qui a été faite de la structure de la matière. Il a été trouvé un laboratoire au Texas. J'ai ici le papier qui le commente d'ailleurs, que c'est une structure amorphe. Or, d'après les meilleurs renseignements que Lair et les autres ont pu obtenir, on sait fabriquer des matières métalliques amorphes, mais non, on ne sait pas leur donner des propriétés magnétiques. Donc c'est un objet très bizarre, vous voyez. Oui, mais d'un autre côté, quand on voit ce qu'est une puce de carte bleue, avec nos moyens technologiques à nous, on pourrait subodorer quand même que les extraterrestres soient plus avancés. Et je défie quiconque de repérer dans le corps une puce de carte bleue, si demain, comme d'ailleurs on l'évoque, on dit qu'on pourra avoir tous nos éléments d'identité, voire notre passé médical, sur un petit point microscopique placé dans le corps. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas bien cette question-là. Alors moi, ce qui me paraît quand même assez fou, là, c'est que les dimensions, c'est 1/2 centimètre de long et 1/2 centimètre de large, et c'est bombé. Ça me paraît quand même très gros pour une technologie très avancée. Ouais, enfin, ils ne sont pas très gros quand même, hein. Ce sont des toutes petites graines. Mais ils ont des propriétés tout à fait étranges, et on ne sait pas ce qui se passe. Le docteur Lair ne cesse de répéter, si quelqu'un vous dit qu'il sait tout, qu'il a tout compris, n'écoutez pas, parce que on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, on a eu les premières pièces au dossier. Nous allons faire une petite pause musicale. On se retrouvera après et on va essayer d'aller plus loin, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a un objet métallique et puis une histoire où il y a un trou dans l'emploi du temps et la personne n'a pas même tenté de revivre ou de chercher à se remémorer grâce à l'hypnose. On va essayer de prendre des cas où l'histoire a été reconstituée en tant que telle. Le paranormal avec Marc Lenoir. Tous les dimanches après-midi, donc de 15h à 17h, j'espère que c'est noté maintenant sur vos agendas. Le premier dossier que nous ouvrons, ce sont les ovnis, mais dans des cas bien particuliers, avec prise d'otage en quelque sorte d'humains, sur lesquels on imposerait des implants.
Alors ces implants, le docteur Lair, qui se trouve à Paris cette semaine, où il donnera une conférence à la salle Adiard, Square Rap, c'est 4 Square Rap dans le 7e arrondissement, mercredi à 20h, explique comment, lui, il a déjà retiré plusieurs de ces objets à différents patients qui se sont présentés à lui, des objets très particuliers. On a eu une vague description par l'un de nos invités tout à l'heure. Il s'appelle Gildas Bourdet, il est écrivain, ufologue. Il a écrit entre autres OVNI 50 ans de secret aux presses du Châtelet. Et puis Marie-Thérèse de Brosse qui est avec nous aussi, grand reporter, et qui a mené une enquête sur les enlèvements extraterrestres publiés aux éditions J'ai lu. Alors, j'ai dit, là tout à l'heure, le cas de Gildas Bourdet est à la fois intéressant, mais on reste sur notre fin. Je voudrais que l'on essaie d'avoir une histoire complète où les gens ont cherché, par régression, sous hypnose, à revivre et puis avoir pourquoi pas des éléments consignés chez des policiers. Alors, je vais vous amener une histoire beaucoup plus forte. D'abord parce ne vous gênez pas. Parce qu'elle se passe, on peut dire, dans la préhistoire des enlèvements, avant qu'on ne parle de tout cela. Il faut faire très attention quand un dossier circule, il y a des gens qui s'imaginent des choses, c'est ce qu'on appelle la contamination. Bon. Là, on est en 1955, vous situez la date. Vous avez un jeune garçon qui s'appelle Richard Price, qui joue avec sa petite copine, il a une quinzaine d'années, près d'un cimetière dans l'État de New York. Et à un moment, il entend un train. À cet endroit-là, un train, il s'approche. Et là, nous ne faisons ni appel ni à l'hypnose, on ne parlait de rien de tout ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Un extraterrestre, souvenir conscient. Comme ça pouvait apparaître à la rigueur à l'époque où les extraterrestres, rappelez-vous, quand on les voyait sur Terre, ils avaient toujours des casques, des réservoirs à oxygène pour pouvoir respirer. C'est après qu'ils viennent sur Terre, ils peuvent respirer notre atmosphère sans avoir besoin d'aucun appareil. Donc, il voit un extraterrestre avec son petit casque et tout. Et là donc on est dans l'influence quand même de la science-fiction. Non, souvenir conscient, vous allez voir pourquoi. Et il se trouve à l'intérieur d'un ovni. Or, chose tout à fait extraordinaire, il se trouve à l'intérieur d'un ovni, ce gamin, et il assiste à une projection de cinéma interactif en 1955. Qu'est-ce que pouvait dire pour un gamin le cinéma interactif? Il assiste à une véritable bataille de vaisseaux célestes, de flottes visiblement antagonistes. Il assiste à toutes sortes de choses. Et puis, au stupeur, alors là, le dossier ne circulait pas dans la science-fiction, rien du tout. Il est emmené dans une salle où il subit un examen médical et, accrochez votre ceinture, on lui met un petit objet dans le pénis. Vous imaginez, pour un garçon, l'impact que ça peut avoir qu'on touche à cette partie sinople de son individu. Et l'extraterrestre qui fait ça, je mets évidemment extraterrestre entre guillemets. Marie-Thérèse, simplement on pourrait se dire qu'un jeune garçon, comme par hasard, ça touche son pénis, qu'il est dans une sorte de perturbation liée à l'adolescence, etc. Attendez la suite. Très bien. Je vous dis, c'est une histoire qui est très costaude. Et l'extraterrestre lui dit, surtout, n'enlève pas cette chose, sinon tu mourras, et n'en parle à personne. Et on lui met comme ça sans l'endormir. Ah bah vous savez, les opérations extraterrestres, ce serait un peu trop long à détailler ici, mais bon. Non, mais c'est jamais trop long, on a le temps. Bien sûr, bien. Et évidemment, le petit garçon est confronté à cette chose, il ne parle de rien, et puis il a une petite amie qui lui plaît, et il veut lui raconter son histoire. Ah, tu sais, j'ai vécu ça. Viens chez moi, j'ai un enfant à te montrer. Un truc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et tout de suite, il est totalement ridiculisé. On l'appelle Spaceman, il est l'objet de colibet, il est pratiquement mis au piquet, etc. Ça se passe tellement mal qu'il est appelé par le directeur de son établissement scolaire, qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires idiotes que tu racontes? Et Richard jure sur la Bible, etc., bon protestant, que c'est vrai, etc. Et le directeur de l'établissement a le meilleur réflexe qu'on peut avoir, le diriger vers un service psychiatrique d'urgence. Et voilà Price hospitalisé dans un hôpital psychiatrique où on lui fait évidemment toutes sortes de traitements comme ça à l'époque. Et très vite, c'est un garçon intelligent, il comprend qu'il ne pourra sortir que s'il dit qu'il a tout inventé. Donc il dit, j'ai tout inventé.
À partir du moment où devant les psychiatres, il dit j'ai fabulé pour me rendre intéressant aux yeux de mes petits amis, ça y est, tu es guéri, tu reconnais que tu as menti, très bien, retourne à la vie normale. Il ne retourne pas tout à fait à la vie normale, c'est-à-dire que sa visite de l'OVNI, il n'en parlait plus, hein, mais il avait tellement intéressé qu'il décide qu'il faut absolument s'intéresser aux radiotechnologies, à l'électronique, et il commence à faire des études là-dessus. Et puis un jour, il s'aperçoit qu'il a, dans son sexe, un petit objet, il sent sous la peau, dur, etc. Attendez, il l'avait jamais constaté avant. Non, c'est comme si c'est comme si, entre guillemets, moi je suis désolé, j'ai pas tripoté le pénis de Richard Price, excusez-moi. Ah, l'enquête n'était pas minutieuse. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Non, parce que je l'ai concentré après. D'accord. Bien. Et parce que quand même, puisque l'extraterrestre lui avait dit qu'on lui mettait un implant dans le pénis, il aurait dû le savoir, il aurait dû avoir envie de tenter vous pensez bien qu'il a vérifié, il n'a rien trouvé du tout. Il n'a rien trouvé du tout, mais... Il faut aller jusqu'à la fin de l'histoire. Mais c'est une chose formidable. Bon. Mais un jour, il lit dans un journal qu'en 1955, on a observé un vaisseau fantôme qui tournait autour de la Terre. Il se dit, mais mon Dieu, 1955, c'est l'année où j'ai vu un ovni, est-ce que ça serait possible? Et il commence à se défoncer pour savoir est-ce que c'était un ovni, gna gna. Et c'est à ce moment-là simplement, que l'objet commence à sortir, pas à sortir, mais à fleurer plus près de la peau. Donc il va voir un médecin. Il lui dit, écoutez, c'est épouvantable ce qui m'arrive. Le médecin l'examine, on a demandé médecin, c'est un dossier sérieux, c'est pas les histoires qu'on répète sur Internet, qui sont déformées, que tout le monde recopie sans rien vérifier. En l'occurrence, déformé. Oui. Et le médecin lui dit, mais enfin, est-ce que ça te gêne? Non. Est-ce que ça te fait mal? Non. Bah alors, laisse-le comme ça. Bon, bah très bien, personne n'a envie d'avoir, enfin j'imagine que les hommes n'ont pas spécialement envie qu'on les opère de cette partie-là de l'individu, donc il laisse aller les choses. Mais il raconte quand même son aventure à un collaborateur d'une revue que j'aimais bien, qui n'existe plus, qui s'appelle Omni, Ben Jamison, qui est en rapport avec un chercheur de l'université d'Albany, un professeur de mathématiques, qui trouve cette histoire bizarre et qui veut faire examiner le pénis de Richard Price, qui commence à rentrer dans la littérature. C'est le premier pénis célèbre de l'histoire des enlèvements qui ont... C'est le seul, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Non. Il y en a un autre? Ah oui, j'en ai d'autres. Ah bon. Ah bon. Je ne savais pas. Bien. Et alors, en 1989, l'implant se brise en deux. C'est-à-dire, c'est plus un objet, il semble bien qu'il y a deux objets sous la peau. Le même s'est brisé en deux. Or, il y avait un chercheur au MIT, fort connu, le professeur Pritchard, qui est physicien spécialiste des hautes énergies, que ses pairs considèrent comme nobilisables, qui s'intéressait aux ovnis, mais il dit, mais vous comprenez les ovnis, moi je suis physicien, je ne travaille pas dans les spéculations, moi je veux travailler sur des dossiers solides. Quand il y a des dossiers solides, je veux bien m'y consacrer, mais les rumeurs, les témoignages, ça ne me concerne pas. Et ce Price lui dit, bah écoutez... on a un dossier solide, j'ai quelque chose, et c'était enfin... Parce que tout le monde cherche la preuve concrète, un bon débris d'ovni, un bon implant, quelque chose sur lequel la science puisse travailler, vous comprenez? Et alors, Pritchard l'invite au MIT. Entre-temps, l'implant était sorti et Pritchard a les deux petits bouts d'implant qu'il commence... Alors, vous dites, ils sont sortis comment Tout seul par la peau. Mais comme ça? Tout seul, bah oui. Vous savez, vous avez quelquefois des écharpes qui peuvent sortir toutes seules. On ne l'a pas charcuté. Non, on n'a pas charcuté. Vous avez des épines d'oursin qui peuvent sortir après, etc. Bon, je continue mon histoire. Pritchard est très intéressé. Et puis ça sort quand même au bon moment. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que ça sort... Non, attendez, et ça sort avant 89. Attendez, 89. Pritchard est très intéressé, on l'étudie au microscope, etc. Et moi, c'est le moment où j'ai la chance de rencontrer Pritchard. C'était avant, je précise bien, le grand congrès qui a eu au MIT, qui a eu lieu en 92, à l'instigation du professeur Pritchard, d'ailleurs, sur les enlèvements. Et je vais voir le professeur Pritchard,
et qui dit c'est très intéressant parce qu'il y a des éléments métalliques enrobés dans du carbone, il y a des filaments avec un petit crochet au bout. Or, les abductés depuis racontaient qu'on leur mettait des petits trucs par le nez, par les yeux, par l'oreille. Et il y avait souvent une petite boule au bout. Et tout le monde spéculait à quoi sert cette petite boule. On a fantasmé beaucoup là-dessus. Bon. Et alors moi, je vais voir Pritchard. Et comme d'habitude, j'arrive avec magnétophone, bouquin, papier, etc. Et Pritchard me montre, et je l'ai fait circuler, les notes qu'il a prises de son analyse. Des croquis faits à la main par Pritchard d'après les examens faits au microscope avec ses propres commentaires à la main. Photocopie. Oui, mais il n'y a pas de photo de la vue au microscope. Non, je n'ai pas ce document. Mais j'ai simplement les notes prises par Pritchard, les dessins et ses commentaires manuels. Et puis quand j'ai repris mes papiers, comme c'est bizarre, j'ai pris la photocopie, que j'ai allègrement distribuée d'ailleurs. Bon, nous sommes en 89. Là-dessus, tout le monde entend parler qu'il y a un implant possible d'abducté en analyse au MIT, qui est quand même l'endroit le plus prestigieux des États-Unis. Et alors, dans les milieux ufologiques, tout le monde attendait, et cet implant est répertorié au MIT sous le nom de code A889. A889, c'est l'implant du pénis de Pritchard. Mais alors, on peut le voir cet implant ou pas? Alors, attendez. Non, mais la fin maintenant, c'est la chute. Nous avons le congrès au MIT. Tout le monde attend la communication de Pritchard. En fait, est-ce qu'on va savoir si l'implant de Price est d'origine extraterrestre? Ou est-ce que c'est une écharde? Ou est-ce que c'est quoi que ce soit? Et là, extraordinaire marche arrière du professeur Pritchard. Qu'il dit, écoutez, c'est pas encore terminé, il semblerait qu'il n'y ait pas de métal, alors qu'il parlait de filaments, de crochets, etc., et pas de métal, que ce soit uniquement des matériaux organiques. Mais les analyses ne sont pas terminées. Nous sommes au congrès du MIT, les analyses ne sont toujours pas terminées. Et 2 ans après, M. Pritchard annonce que le fameux implant A889 est en réalité, je vous la fais short, de résidus du coton du slip de Price. Voulez-vous m'expliquer comment un objet dans lequel il a trouvé des métaux, du carbone, etc., se trouve d'un seul coup transformé en fibre de coton? Il a mis 5 ans à découvrir un fil de coton. Non, mais on peut penser aussi que, bon, à un moment donné, il se soit amusé à gonfler un événement pour montrer qu'il y avait une sorte de folie des hommes capable de... C'est un physicien. D'accord, mais il y a Einstein, il tirait la langue en public, il avait de l'humour. Oui, mais enfin, vous savez, il risquait quand même gros pour sa carrière, faire des plaisanteries comme ça. À un moment donné... Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait marche arrière, d'ailleurs. Quand vous faites des études scientifiques, il y en a des choses drôles de modéliser. C'était le premier implant présumé sur lequel on a essayé de travailler. C'est pourquoi le travail de l'air est très important. Oui, mais simplement, alors aujourd'hui... bien fait, oui. Simplement, aujourd'hui, Marie-Thérèse, alors cet implant, il a disparu, plus personne... maintenant, il est étiqueté coton. Il est étiqueté coton, on n'a plus d'intérêt. Non, mais il est nulle part. Il est dans les archives du MIT, mais enfin... Quelque part, oui. Enfin, bon. C'est une pièce archéologique, voilà. Non, mais il se peut très bien que le professeur Pritchard ait droit à quelques visites d'agents Je vous laisse spéculer. Moi, je ne spécule pas, je vous donne des faits. Mais attendez, on va vous expliquer quelque chose. Gildas Bourdet, il peut y avoir ça, et là, on est dans les films production Hollywood. Mais on peut aussi retenir l'hypothèse d'un professeur qui, à un moment donné, s'amuse et qui veut voir jusqu'où ça peut aller. Alors, attendez. Parce que, par exemple, il n'y a pas, quand vous dites il y a des croquis, si vous êtes confronté à un objet comme celui-là, plutôt que de faire un croquis, sur un microscope, vous adaptez un appareil photo et vous prenez la photo. Même des photos électroniques j'ai pas pu prendre des photos électroniques. Non, mais c'est pas vous. Non, mais je parle de lui. Oui. Mais bien sûr qu'il avait tout le dossier. Bien sûr qu'il avait tout le dossier. L'air a fait des photos au microscope électronique. Bien sûr qu'il a tout le dossier au balayage de microscope électronique, c'est évident. Oui. Justement, moi, c'est très intéressant, je suis content que vous racontiez cela, mais parce que ça situe bien l'ambiance, le problème, puisque vous avez quelque chose qui se profile derrière, c'est qu'il y a
Il y a une politique du secret aux États-Unis. Non mais d'accord, mais je crois qu'il faut... Il y a un moment, on ne peut pas toujours être dans la paranoïa. Non. Au-delà, il y a des gens sérieux qui travaillent. Non mais c'est pas ça. Quand Gilles Dasbourdet dit aussitôt, il y a des messieurs qui, en costume noir, viennent vous rappeler que ce n'est pas bon à dire. Peut-être. Oui, mais c'est un peu gênant, parce que c'est toujours peut-être justement le système du complot comme ça. Bon. Peut-être pourrions-nous justement parler un tout petit peu maintenant de ce qui lui est arrivé à lui au Dr Lair. Alors, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale, et puis hop, on va voir ce qui est arrivé au Dr Lair, qui est à Paris, et qui a un livre qui s'appelle OVNI et un plan, aux éditions Le Mercure Dauphinois, où il raconte les opérations qu'il mène, le Dr Lair, L-E-I-R. Voilà. Et si les extraterrestres n'étaient pas du domaine du fantasme, si même ils arrivaient à enlever des êtres humains et implanter en différentes parties du corps des appareils, alors on dit on dit quoi, des objets, des petits objets, alors, des implants. Oui, mais ils n'ont aucun rapport avec un émetteur. Si, justement. Il y a certains objets... Alors je rappelle qui vous êtes, Gilles Dasbourdet. Oui. Vous avez, vous, publié, entre autres, OVNI, la levée progressive du secret, et puis OVNI, 50 ans de secret. Oui. Et Marie-Thérèse de Brosse, enquête sur les enlèvements extraterrestres aux éditions J'ai lu. Et nous parlons aussi du Dr Lair, OVNI et un plan, un livre aux éditions Le Mercure Dauphinois. Alors, oui, justement, pourquoi des émetteurs? Qu'est-ce qui permet de nous dire que ce sont des émetteurs? Ce qui permet de dire, au moins pour plusieurs des implants, là, de cette série d'implants, de supposer cela, c'est qu'ils ont des propriétés magnétiques, et en particulier, ils émettent, on a mesuré même un champ magnétique de plusieurs milligauss, je crois. Mais Gilles Dasbourdet, une cellule variable qui donne l'impression d'une émission électromagnétique. Alors, c'est-à-dire qu'on prend cet implant une fois qu'il est sorti, et parce que... Mais il peut y avoir plusieurs fonctions. Parce on fait des hypothèses, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, il semble que ces implants sont enrobés de terminaisons nerveuses, d'appendices nerveux, et en l'occurrence, certaines opérations qui étaient faites sous anesthésie locale, ça se passait très bien jusqu'au moment où on a touché cela, et alors le patient a sursauté, tout d'un coup a poussé un cri de douleur, parce que l'implant était en quelque sorte, bien qu'il ne soit pas relié directement en air, il était quand même connecté quelque part avec le système nerveux. Il y a un détail encore plus étonnant dans les opérations de l'air, d'ailleurs, ça j'ai jamais vu ça dans un autre dossier que dans le sien. Au cours d'une de ces opérations, quand avec beaucoup de difficultés il arrive à localiser l'implant présumé, et il va l'atteindre avec son scalpel, l'implant bouge. Alors voilà, il y a ça aussi. Alors il y a également que les tissus, tissus humains autour ne montrent aucun... Les principales propriétés sont pas d'inflammation, ou même résiduelle. Quand on a il arrive souvent qu'on ait un objet, par exemple dans le pied, quand on s'en débarrasse un jour ou qu'on le perd, on s'aperçoit on observe les traces ou moins les résidus d'une inflammation passée. Il y a plusieurs stades. Un corps étranger a toujours il y a ce qu'il appelle un conglomérat protéinique, une espèce de matériaux biologiques à base de protéines, et il y a de l'hémosidérine qui est analogue à l'hémoglobine du sang, qui a une propriété analogue, assez proche de l'hémoglobine, et il y a de la kératine, c'est-à-dire c'est le matériau dont sont faits nos cheveux, qui recouvre notre peau, nos ongles. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre de trouver ça à l'intérieur du corps. Non mais quand on parle d'un émetteur, si une personne, on peut parler des divers... Alors ça c'est la propriété... oui, d'accord, mais si j'ai un émetteur dans ma main, si je mets des détecteurs autour de ma main sans opérer, je vais bien pouvoir remarquer, enregistrer avec les appareils dont on dispose, je vais pouvoir enregistrer des émissions de signaux. Oui, mais c'est très faible tout ça. C'est très faible. Ça détecte. Apparemment, ce sont des champs très faibles. Oui, non, mais faibles ou pas. Mais attendez, là, c'est une hypothèse. Mais il y a d'autres hypothèses qui sont que peut-être ces implants jouent des rôles d'identification, de repérage, par exemple, mais aussi
par une petite émission de radio. On sait faire d'ailleurs, nous autres savons faire des implants pour repérer les enfants, les animaux, etc. Oui, ben oui, ça, mais je peux vous dire que... C'est une première fonction, mais c'est peut-être une fonction, ça n'est probablement pas la seule. Il y en a d'autres. Il y a des fonctions qui peuvent être de régulation du corps humain, donc qui influent sur le système nerveux, qui vous rendez compte ont certaines actions. Non mais Gilles Dasbourdet, dans cette logique-là, ça signifie qu'il y a des messages électromagnétiques et que nous avons les moyens de repérer de ces signaux, de les enregistrer. Ben, apparemment, dans ce que j'ai lu, c'est tout à fait nouveau tout cela. C'est encore évidemment un petit peu un échafaudage d'hypothèses, hein, mais il y a quand même des objets qui ont des propriétés tout à fait étranges. Ces objets, alors là encore, l'air, si j'ai bien lu le livre... Oui, il n'est pas tout seul dans ses recherches. Hein. Si j'ai bien compris, quand l'implant sort du corps, si on ne l'immerge pas rapidement, il risque, oui, effectivement. D'ailleurs, il raconte dans son livre comment ils ont attendu pendant un moment, on l'a laissé attendre dans la salle parce que la télévision, il a été filmé par la NBC et ils ont voulu tout filmer. Ils l'ont laissé attendre pendant un moment dans la salle avec son implant sur la gaz stérile et il était affolé parce qu'il a vu l'implant qui commençait à rétrécir, à diminuer de taille. Il était grand temps d'aller le remettre dans un éprouvette avec du sérum pour lui redonner des couleurs, si j'ose dire. Sérum fait à partir du sang. À partir du sang, oui, en éliminant les plaquettes sanguines. Oui. Alors, d'un seul coup, on a cet implant métallique qui diminue, qui se rétrécit, et on le C'est très étrange. Oui, mais au-delà de l'étrange, il faut essayer de comprendre aussi pourquoi cette forme, et lorsqu'on l'isole, est-ce qu'il y a toujours un champ électromagnétique, est-ce qu'il y a des émissions, pas des émissions, il y en a des questions. Alors la structure d'abord, la description, l'anatomie de l'objet, c'est qu'il y a une membrane autour, et à l'intérieur, il y a un objet métallique. Il y en a de plusieurs sortes. On a parlé du grain de melon espagnol, mais il y a aussi un objet, par exemple dans le pied de Patricia, la première opérée, c'est un objet tout à fait curieux aussi. Il est, bon, vu de l'extérieur, il a l'air comme ça d'une graine aussi, mais une fois qu'on enlève la membrane, on a un petit objet métallique en forme de T. Et on a analysé de très près les compositions métalliques de la tige du thé, du bras du thé, et c'est une composition complexe. On va peut-être pas rentrer dans le détail parce que ça serait fastidieux. Non, mais à un moment donné, il y a 11 éléments qui composent... Voilà, c'est là-dedans, c'est dans cette tige métallique, dans la barre du thé, on trouve des compositions très très curieuses qui ont été faites par des laboratoires, on connaît au moins deux laboratoires réputés, celui de Los Alamos, là où on a fait la bombe atomique pendant la guerre, laboratoire national, et ensuite à New Mexico Tech, un autre laboratoire très réputé. Oui, mais quand on étudie comme ça, dans des laboratoires, oui, les assemblages moléculaires, on peut arriver à des conclusions extrêmement précises. Et là, les conclusions, par exemple, il y a eu une conclusion très précise qui a été donnée par le métallurgiste de New Mexico Tech. Alors, il n'avait pas dit ce que c'était. Il ne savait rien. Il avait juste à faire une analyse métallurgique d'un petit objet. Il l'a fait et il a dit, tiens, c'est très curieux comme composition atomique, ça ressemble à ce qu'on trouve dans des météorites. Et alors le docteur Lay, quand il a reçu le rapport, il est tombé de sa chaise, il l'a appelé. Il a dit, savez-vous d'où ça vient? Ça vient du pied d'un opéré. Et à ce moment-là, l'autre lui a dit, il a fait une deuxième lettre d'opinion, comme ça s'appelle, et qui a été publiée, dans laquelle il a dit, oh, alors il croyait pas du tout à ces histoires, ça l'ennuyait beaucoup. Il a dit, ouais, mais ça peut être le résultat le corps a peut-être fabriqué, a enrobé un petit objet d'une couche comme de la céramique qu'utilisent les dentistes pour protéger de l'inflammation. Mais l'air a objecté à cela que ça ne correspond pas du tout à la réalité parce que ce genre de céramique produisent des inflammations. Simplement, tout à l'heure, vous disiez, dans les hypothèses, alors ça peut répondre aussi aux questions de Claude, hein, 01 42 32 14 14, j'ai oublié de donner le numéro, mais vous avez quand même pensé que ça fonctionnait, vous avez raison, 01 42 32 14 14, vous pouvez poser des questions, et sur ces compositions. Mais tout à l'heure, oui, vous affirmiez que, éventuellement,
ça pourrait avoir une incidence sur les réactions du corps, voire, pourquoi pas, induire même des comportements des parties du corps. Ouais. Alors, lorsqu'on a enlevé l'implant, y a-t-il des changements dans la physiologie des personnes générale, ce que dit le docteur là, je lui ai posé la question, il l'a dit et répété, c'est qu'il connaît tous ses patients, il a continué à les suivre. Ils n'ont pas eu de problème de santé. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des changements sur leur physiologie, sur leur comportement? Alors oui, il y a des changements. Par exemple, il y a 2 femmes dont on a opéré un implant dans la jambe. Le même jour, hein, on est déjà sur la liste, sur le tableau des opérés, c'était en 1996. Annie et Doris, ce sont des pseudonymes. Hein. Elles ont été opérées à la jambe, une petite boule solide et qui a été extraite. Et quelques semaines plus tard, le même jour, jour pour jour, elles ont eu chacune, séparément, elles ne se connaissent pas. Elles ont eu des douleurs à la jambe, elles ont eu un problème qui ensuite s'est effacé. Donc il y a des effets physiologiques bizarres qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais si ces extraterrestres cherchaient à utiliser, à robotiser les abductés, c'est-à-dire ceux qu'ils ont pris en otage, on pourrait penser que de temps en temps, ils aient des pulsions et qu'ils ne puissent pas y résister. Alors là, justement, Marc, on peut se poser beaucoup de questions. Quand même, quand on étudie bien, laissons de côté les enlèvements, quand on regarde bien le comportement des abductés possibles, ils ont des manifestations tout à fait étranges. Compulsivement, ils vont se lever au milieu de la nuit, prendre leur voiture de façon autoritaire pour aller quelque part, ils ne savent pas où. Ils obéissent à des pulsions. Le professeur Slater, par exemple, un universitaire, etc., qui a eu un enlèvement avec son fils, il a été comme mu par une force contre laquelle il ne pouvait pas résister, pour quitter la route sur laquelle il était en voiture avec son fils parce qu'il rentrait chez lui. Et il est professeur à l'université du Sud Dakota. Il y a toutes sortes de comportements, les gens ne résistent pas. Oui, moi, je connais des abductés qui, on ne sait pas pourquoi, enfin, ils ne savent pas qu'ils étaient abductés. Vous voyez des gens qui ont complètement un profil psychopathologique totalement normal et qui vont avoir un comportement inouï. Il y a, par exemple, un sujet qui est venu consulter un médecin en lui disant « Je ne comprends pas pourquoi, ma petite amie habite à 200 km de là, je prends toujours la même autoroute pour aller la voir, et maintenant j'ai peur, cette autoroute je ne peux pas la prendre. Ouais. Alors je vous en prie, guérissez-moi, c'est le cas de Stephen Kilburn, guérissez-moi, pourquoi est-ce que j'ai cette peur panique de prendre cette autoroute ?» Et on lui fait un type qui ne s'intéresse absolument ni aux ovnis, ni aux enlèvements, etc. Puis à l'époque, on ne parlait vraiment pas d'enlèvement. Et on lui fait faire une régression hypnotique pour trouver pourquoi est-ce qu'il avait eu peur. Et sur cette route, il raconte une superbe histoire d'enlèvement dont il n'avait absolument pas conscience. Il ne voulait plus prendre cette route. Et il s'obligeait de faire 80 km de plus tous les week-ends pour voir sa petite amie parce qu'il ne pouvait plus prendre cette route. Voilà un exemple de comportement compulsif qui de l'extérieur est totalement inexplicable. D'accord, mais on n'a pas le type, parce que si on est dans une manipulation, on pourrait imaginer que les extraterrestres, demain, fassent en sorte que des groupements humains aient des actions terroristes, etc. Alors, c'est la porte ouverte à tout. J'espère qu'on va parler de ça justement tout à l'heure, parce que c'est très important, c'est toute la partie des travaux sur la simulation électronique du cerveau, c'est quand même passionnant, et ça c'est fait par des hommes. Hein. Oui, mais justement, mais bon, au-delà des hommes, restons à savoir s'il y en a qui cherchent à nous manipuler, quels seraient les éléments pour étayer cela. Moi j'ai bien compris votre question, elle est fondamentale, mais malheureusement, à l'heure actuelle, on est un peu dans le noir. On ne sait pas, on n'a pas la clé d'explication de toute cette histoire. Quand vous avez un personnage qui se retrouve avec un implant, on peut le mettre en observation, on peut lui demander de consigner, au lieu de consigner ses rêves, de consigner ce qu'il a envie de faire, etc. À un moment donné, par exemple, dans l'ouvrage de l'air, on dit, d'abord, les implants seraient toujours sur le côté gauche du corps, après... plus souvent, et apparemment, tous ceux qui sont abductés ont un goût immodéré pour le sexe. Oui. Je lui ai posé la question, docteur Lair, et
Ça a quelque chose à voir avec, peut-être un déséquilibre qui a été provoqué lors de l'enlèvement. Alors, nous avons encore 1 heure pour nous exprimer. On va faire la pause du flash de 16 heures. Nous parlons de ces enlèvements hypothétiques ou loufoques pour les autres. Bref, mais ça mérite d'ouvrir le dossier, les implants avec le docteur Lair qui est cette semaine à Paris. Notre horaire, dorénavant le dimanche, 17h, c'est la fin, et puis le décollage, 15h, je le fais à l'envers. Bah oui, de temps en temps comme ça, on remonte les événements, et c'est d'ailleurs ce que s'emploient à faire sans doute ceux qui pensent avoir été enlevés par les extraterrestres. C'est le premier dossier de cette série cette année, avec Marie-Thérèse de Brosse, qui a écrit entre autres Enquête sur les enlèvements extraterrestres aux éditions J'ai lu, elle est grand reporter à l'origine, et puis Gildas Bourdet, écrivain, ufologue, OVNI, la levée progressive du secret aux éditions JMG, et la présence à Paris d'un homme que vous accompagnez dans ses pérégrinations dans la capitale. Il s'appelle le docteur Roger Lair. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle OVNI et implants aux éditions Le Mercure Dauphinois. Il donnera une conférence à la salle Adiar ADYAR 4 Square Rap à Paris dans le 7e mercredi prochain à 20h. Alors on a vu des éléments se trouvant dans le corps. Apparemment les personnes le découvrent par hasard. Il y a l'histoire d'une jeune femme, Patricia, qui part en camping. Il y a des signaux lumineux avec des vaisseaux, etc., etc. Et puis des années plus tard, elle passe une radio et on découvre qu'il y a comme une écharpe dans le pied, et le docteur Lair, lorsqu'il l'opérera, conclura que c'est un éventuel implant. Oui. Alors restons dans la logique d'abord. Il y a Marc, on peut lui répondre, au 01 42 32 14 14, il dit mais qui finance les recherches de Lair? Alors, écoutez, le docteur Lair, je lui ai posé la question hier avec Marie-Thérèse, il nous a dit que lui-même, ça lui a coûté pas mal d'argent, 75 000 $ depuis 95. Alors les gens qui croient qu'il a gagné, fait fortune avec, se trompent lourdement, ça lui a coûté beaucoup d'argent, docteur Lair. Mais il était bien incapable de financer toutes les recherches qui ont été faites. Le principal financement est provenu d'une association qui a été créée par un très riche homme d'affaires américain, Robert Bigelow de Las Vegas, qui s'intéresse beaucoup aux ovnis depuis toujours. Qui est un des hommes qui a sponsorisé le congrès au MIT. Qui a financé beaucoup de choses et qui a créé une association qui s'appelle NIDS, N-I-D-S, National Institute for Discovery Science, à Las Vegas, qui rassemble un certain nombre de scientifiques de haut niveau, comme Colm Kelleher, qui est un PhD biologie, et le colonel Alexander, qui est également un PhD, et qui a fait toute sa carrière, ou une grande partie de sa carrière, dans des études très secrètes militaires. D'accord. Alors, revenons maintenant aux implants. Eux-mêmes, d'abord, à quoi serviraient-ils? Est-ce que tout à chacun peut se retrouver? Moi, j'ai jamais été enlevé par les extraterrestres. Moi non plus, d'ailleurs. Ils m'oublient. Moi non plus. Moi, je leur demande rien. Moi aussi. Chacun dans son coin. Mais bref. Nous sommes d'accord. Simplement, y a-t-il des personnes caractéristiques quand on fait des recoupements d'enquête et ce qui nous permettrait de se dire tiens bah oui c'est normal qu'ils s'intéressent à eux, et pourquoi et comment pourrait-il les repérer, et les incidences physiologiques de ces appareils placés dans les cônes? Il y a eu toutes sortes de recherches très sérieuses faites avant. C'est-à-dire, on a cherché à savoir si les gens qui faisaient état de ces souvenirs conscients, nous ne parlons pas de souvenirs retrouvés sous hypnose, de souvenirs conscients, n'étaient pas ou des délirants, ou des mythomanes, ou des gens qui avaient des problèmes psychologiques, donc qui avaient tendance à s'inventer des histoires pour être intéressants. Alors, je vous la fais très brève. Toutes les psychiatres, les psychologues qui sont planchés sur le dossier, même ceux qui ne voulaient pas le prendre avec des pincettes, ont été obligés de reconnaître que tous ces sujets sont sains, S-A-I-N-S. Bon, alors, ça c'est quand même très important. Dans votre livre, Enquête sur les enlèvements extraterrestres, si ma mémoire est bonne, je l'ai pas lu pour cette émission-là, mais comme on avait fait une autre émission, je l'avais longuement planché, mais c'est un gros livre, et si ma mémoire est bonne, vous racontiez l'histoire d'un sergent en Amérique du Sud qui était enlevé. C'est-à-dire qu'il était là avec ses hommes de troupe, il apparaît près d'un bosquet, et pof, Caporal Valdez. Voilà, qui a disparu physiquement devant ces hommes.
Il était sur un piton dans les Andes, il y a eu des lumières bizarres, il a voulu identifier les lumières, il est parti avec ses hommes, et devant ces hommes qui le suivaient, il s'est littéralement dématérialisé. Les hommes ont été absolument affolés, ont appelé la base par radio, et Valdés s'est rematérialisé à leurs yeux. Vous voyez le traumatisme des soldats qui voient leur chef se dématérialiser, se rematérialiser, c'est quand même pas banal. Il se rematérialise en état de choc total, il bafouille. 15 minutes après. 15 minutes après. Mais détail très étonnant, sa barbe avait poussé, il avait une barbe de 5 jours. Et la montre. Le chrono, oui, mais la montre, c'est moins troublant, mais l'ordinateur de sa montre montrait qu'on était 5 jours après dans le futur. Pour lui. On peut toujours tricher, on peut toujours dire qu'on a pu tricher sur la montre. Tandis que vraiment, et ça j'ai bien cherché, faire pousser la barbe, on ne peut pas faire pousser la barbe. À moins que ce soit un postiche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres recherches. Non seulement ces gens ne sont pas fous, ne sont pas des délirants, mais on peut, et moi je ne prends en considération les abductés possibles que s'ils sont différents. Les gens qui me racontent des histoires, des rêves, etc., c'est très intéressant, c'est très pittoresque, mais les gens sont différents. Et il y a quelqu'un qui a fait un travail formidable, c'est Kenneth Ring, le professeur Ring, qui dirigeait le département de psychologie de l'université de cousin du Dr. Lair. Connecticut, qui ne s'intéressait absolument pas à ce sujet. C'est un spécialiste des NDE, des expériences de mort imminente. Alors apparemment, ça a beaucoup intrigué d'ailleurs Lair, ça. Il a essayé de voir le parallèle que l'on pouvait faire entre les personnes qui se disent enlevées par les extraterrestres et ceux qui vivent des NDE. Ah oui, non, mais c'est pas lui qui l'a fait, c'est le professeur Ring qui a fait ce travail-là. C'est le professeur Ring. Alors, le professeur Ring, du coup, qui ne voulait pas entendre parler du dossier des enlèvements, quand il eut connaissance de pièces du dossier, il a commencé à le creuser. Et alors, heureusement pour nous, c'est un véritable homme de science, et il a appliqué les méthodes de la statistique, de l'analyse au comportement des enlevés. Alors il a tout analysé, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que comme dans les expériences de mort imminente, les abductés, après leur expérience, changent complètement de préoccupation spirituelle. Moi, je vous ai peut-être dit, je connais un conducteur d'autobus portoricain à Los Angeles qui maintenant fait des études équivalentes à un doctorat de mathématiques. Alors que c'était vraiment un cancre batté. Bon. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut que je sois enlevé par les extraterrestres. Autre chose. C'est trop tard. Qu'il y ait des modifications intellectuelles, des modifications spirituelles, très 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 importantes. Mais il y a également des modifications psychomorphologiques. Et là, ces études sont très pointues et très intéressantes, c'est-à-dire que avant l'enlèvement et après l'enlèvement, les gens n'ont plus le même métabolisme. Ils n'ont pas la même réaction à certaines substances, comme l'alcool, le sel, la lumière. Tout ça, c'est très bien indiqué. Tout à l'heure, on disait, ils ont une proportion à consommer du sel, ils ont une proportion à consommer de l'alcool, au contraire, ils ne boivent plus d'alcool. Ils fument beaucoup plus, en général, hein. Les abductés, c'est... Mais vous avez été enlevé, vous, alors? Attendez, celui que j'ai rencontré, je n'ai pas vu fumer une cigarette, quand même. Il ne faut pas trop... Ah oui, non, mais parce que vous ne pouvez plus aux États-Unis. Oui, je sais, oui. Non, mais alors, je voudrais venir à autre chose. Parce que, en général, les gens se contentent de rencontrer un présumé enlevé 5 minutes dans un congrès, je le connais, etc. Bon, moi j'ai la chance de vivre avec certains, et je parle longuement dans mon dossier du cas de Sarah, cette abductée canadienne, qui n'est absolument plus la même. C'est-à-dire, elle a des dons stupéfiants pour la médiumnité, à tout point de vue, et comme, justement, ayant vécu avec elle, puisque j'ai quand même passé 6 mois avec elle, parce qu'un abducté, ça ne se travaille pas avec une demi-heure d'entretien tous les 6 mois. Bon, eh bien, j'ai donc étudié son dossier vis-à-vis de sa famille, comment est-ce qu'elle était dans l'enfance, etc. C'est plus la même femme, et ce n'est même plus la même physiquement. C'était un petit être très frêle. Sa mère me disait, elle était incapable de porter, elle faisait toujours tomber son dictionnaire latin. C'était canadien d'origine française. Bon, francophone. D'où l'expression perdre son latin. Et j'ai vu Sarah tirer un casier rempli de livres qu'il faudrait normalement 3 hommes pour bouger. Et elle n'a plus les photos, elle a une musculation de culturiste alors qu'elle ne fait jamais rien, elle ne fait pas de moindre sport. Il y a une modification physiologique qui sidère sa famille. On n'a pas trouvé d'implant sur elle. Elle a simplement... Si. Ah bon? Alors là, j'en parle également longuement dans mon livre, et autant Sarah, c'est un pseudonyme, parce qu'elle veut qu'on lui fiche la paix,
Son implant, c'était horrible d'ailleurs. Elle ne savait pas du tout qu'elle avait un implant. Un jour, elle prend une douche, elle est avec son mari qui est dans la salle de bain, et elle voit quelque chose qui lui sort du nez. Bon, son mari avait assisté à tous les phénomènes de poltergeist qu'elle déclenche et que j'ai subi. Et Sarah tire cette espèce blanche du nez, comme une espèce de verre qui s'allonge, très élastique. Là, j'ai cru que le mari allait disjoncter. Yvan, qui est un type adorable. Et elle a pris cette espèce de chose qui lui sort du nez et elle a eu un réflexe formidable. D'abord, réflexe de tous les adductés, le jeter. Puis elle dit, non, c'est très intéressant. Elle les met dans une petite boîte au frigidaire et elle l'amène à qui et pas à n'importe qui. Et ça, c'est son nom réel. C'est le professeur Grad, qui travaille à l'université de McGill, qui est biologiste, spécialiste en oncologie, qui malheureusement a fait une boulette, mais enfin tant pis. C'est-à-dire, quand il a vu ce petit objet, en l'examinant, ça se présentait comme une espèce de verre avec une tête, mais il a écrasé, entre guillemets, la tête sous son microscope. D'ailleurs, Sarah a cru qu'il avait fait exprès. C'est pas vrai du tout. Bon, mais ce qui est très intéressant, et on retrouve des choses que disait le docteur Lair, mais c'est bien antérieur aux histoires du docteur Lair, c'est-à-dire que l'implant réagissait comme une substance biologique qui avait besoin d'humidité. Il s'est desséché à un moment et il a recommencé à revivre. Et il était confié à un autre biologiste du Canada qui malheureusement ne veut pas être nommé, mais que je connais, j'ai été chez lui. Il était à ce moment-là couvert de moisissures, mais il s'est couvert de moisissures au bout de 6 mois seulement. Donc le docteur Lair a fait quelque chose de très intéressant. Oui, mais alors attendez, simplement Marie-Thérèse, on ne peut pas s'épargner cette question. L'implant n'est plus dans le nez. S'il y avait des informations qui étaient transmises, parce que moi je reste là, moi on peut pas me raconter ce que l'on veut. Il y a rejet à ce moment-là. Non, mais d'accord, mais simplement, c'est un élément pour influencer ou au moins obtenir des informations sur ce que vit la personne. Sinon je vois pas pourquoi on va nous mettre un caillou dans la... Il faut bien que ça permette d'être un émetteur-récepteur. D'abord, moi je suis pas du tout sûr que ce soit vu par les extraterrestres. Non, mais ni par qui que ce soit. Bien, d'accord. Mais si je vous mets quelque chose, c'est parce que je peux vous observer à distance. Bon. C'est une possibilité. Sinon, au moins pour... Bon. Ou pour agir sur vous à distance. On est d'accord. Oui, absolument. Bon, alors, y a-t-il des changements du jour où on enlève cet implant du nez de Sarah? Y a-t-il des changements dans son comportement? Est-ce que soudain, alors qu'elle s'était mise à pousser les meubles, qu'elle avait une force, la force diminue? Elle a continué, non, alors... Mais attendez, qui vous dit qu'il n'y a pas d'autre chose dans le corps? Qui vous dit qu'il n'y a pas un travail qui se fait? Non, mais je sais pas, je pense que là, quand on est dans cette logique d'observation, puisqu'on a repéré cet élément-là, on la passe dans un IRM, et puis on a tout ce qui compose, et tout ce qui est à l'intérieur du corps. Aujourd'hui, quand même, on peut observer sérieusement. Attendez, qu'est-ce que vous voulez trouver? Le professeur Mac, je sais pas. Vous trouvez ce que l'on trouve chez les patients du docteur Lair? Non, je suis pas du tout sûre que l'analyse des implants donnera quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, ce que la recherche aimerait avoir, c'est la preuve que ce sont des choses d'origine extraterrestre. Non, déjà qu'il y a on veut savoir ce que c'est. C'est pas forcément ça qu'on veut prouver. Ils veulent comprendre, le docteur Lair et les gens qui travaillent avec lui. Donc ils sont, je crois qu'il faut insister là-dessus, ils sont pas des gens qui sont obsédés par une idée qu'ils veulent démontrer à tout prix. Hein. C'est pas ça. En plus, si on dit, ce sont des hommes. Un groupe d'hommes qui essaie de manipuler un autre groupe d'hommes. Vous dites vous-même, les premiers travaux, enfin les premiers cas, apparaissent en 1955. Non, attendez, quand on regarde le dossier de ce qu'on appelle la simulation électrique du cerveau, les expériences du professeur Delgado, je prends une expérience très classique. Delgado avait inventé un système d'implants pour supprimer la douleur de certains patients qui souffraient tellement que il leur plantait des électrodes dans le crâne qui libéraient, lorsque le patient souffrait, des doses automatiques de médicaments. Mais il y a de plus en plus. De plus en plus. Bon, il a sophistiqué les appareils. Maintenant, il pouvait agir à distance sur le cerveau de ses patients. Oui. Il a fait toréer un taureau dans une corrida. Le taureau a foncé, c'était un taureau bravo. Il a actionné à distance, il a stimulé à distance le petit implant que le taureau avait dans son cerveau. Le taureau s'est arrêté immédiatement. Non mais d'accord, mais moi je veux bien tout ce que l'on veut. On peut agir sur le cerveau. Non mais attendez, il n'y a pas que... Parce que là, ça voudrait dire qu'il y a un groupe de savants secrets cachés dans un coin. Pas du tout. Non mais les savants officiels n'ont pas encore
trouver l'appareil qui nous permette les manipulations des êtres humains. Bien sûr que alors, si. Attendez, Non, mais il y a un personnage classique, célèbre, c'est celui de ce qu'on appelait le candidat manchourien, le Manchurian Candidat Candidate. Manchou. Vous vous rappelez peut-être de ce film où on voit c'est Frank Sinatra qui est Ouais, le candidat implanté, qui devient une espèce de robot. Alors, souvent Mais là, d'ailleurs, on est dans la il y a- fiction. Oui, on est dans la fiction, exactement. Mais non, mais il y a le dossier réel. attendez, il y a le dossier réel et les expériences du Robert. Il y a des réalités qui de dépassent la Robert fiction, Reeves, qui est neurochirurgien à l'université de Toulaine. Il a le record, lui, il a mis 125 implants différents dans le cerveau du même patient Bon, et alors? pour l'étudier. Et le patient obéit comme un rabot. On a commencé par faire mais- des expériences là sur les singes. C'est-à-dire, on leur met un petit implant dans le crâne, on les stimule à distance, si vous voyez le singe, ou avoir une Oui. érection, Cela ou avoir dit, besoin de manger bon. une banane, etc. Ça sont des Le- expériences de Mais non, mais- scientifiques humains. Et oui, ce sont des expériences Là, nous scientifiques. avons affaire à Non, des non, objets non, mais qui sont j'essaie- inconnus et on ne sait pas comment ils J'essaie de fonctionnent. comprendre. J'essaie de comprendre la Oui, oui, logique d'un groupe d'hommes qui essaierait de travailler sous le manteau afin de manipuler d'autres hommes, avec toutes les Et alors conséquences ça, que c'est cela la- puisse ça, appliquer. c'est ce qu'on appelle C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Ça, les c'est gens... l'hypothèse C'est conspirationnelle. ça, c'est ce Bon, qu'on appelle voilà, la bon, il y en a marre, enfin, ça tient Mais oui, pas- mais ça- nous ne parlons pas de ça ici. Bon, alors c'est pour ça. Alors quand on nous dit... ne parlons pas de ça ici. Non, mais quand on dit ce sont pas les extraterrestres, ce qui s'impose moi, à je ce ne sais moment-là, pas ce que ça pourrait être d'autre, entre parenthèses. Bon. Mais alors, si ce sont les extraterrestres également, moi je trouve qu'ils sont relativement arriérés dans leur méthode. Moi, parce je que- crois pas. Non, c'est ce qu'on a dit aussi. Oui, je sais que Jacques Vallée a depuis longtemps émis ce genre d'argument, mais moi, je suis absolument pas convaincu par les arguments de Jacques Vallée. Si vous voulez, on peut en parler 2 minutes. Ben non, mais j'ai fait une très belle émission avec Jacques Vallée, que je respecte beaucoup, qui est un Bah oui, mais il faut astronome. savoir que tout le monde n'est pas d'accord Non, avec non, lui, mais- hein. Il était astrophysicien au départ. Oui, oui, complètement. Et il a travaillé à l'Observatoire de Meudon, il a observé des choses étranges qu'il Oui, oui, reconnaît, tout etc. à fait, etc. sauf que- Simplement après, il n'est pas dans la croyance pour la croyance. Non, il est dans des choses beaucoup mais plus nous ne subtiles, parlons des pas causes de autrement. croyance non Sponsorisé plus, là. par Je ne vous parle Ils pas de sont croyance. sponsorisés par Nous parlons Nice. d'expérience, Non, mais alors, d'études. alors, restons dans la logique Alors, de une ces autre extraterrestres. hypothèse, Oui. une autre hypothèse, c'est écrit en gras à la page 137 de la traduction française. Il donne une autre piste, il dit pas que c'est ça. Il dit, je crois qu'une autre finalité qui me semble plus vraisemblable par rapport à celle d'un monitoring, hein, d'un contrôle, est qu'il servirait d'équipement permettant de mesurer en permanence le niveau de certaines pollutions ou même des modifications Attendez, il y a pas- génétiques. Attendez, Oui. terminé. Ou même des modifications génétiques de l'organisme humain. Donc ça ouvre tout un éventail de possibilités Mais les qu'on a- modifications qu'on n'a même pas génétiques- encore évoquées, mais nous ne savons pas. que- Non, mais les modifications génétiques ne peuvent pas être observées là dans... Qu'est-ce que vous en savez? Ben non, ben c'est-à-dire que c'est au moment de la naissance Nous n'en d'une savons génération rien. à l'autre. Il n'y a pas de mutation Mais nous ne génétique. savons pas ce sur que un- ces implants sont capables de faire. Non, Il y a mais c'est pas il y a que des implants, différentes c'est la logique possibilités. biologique humaine. Vous, là, tel que vous êtes, vous n'avez pas une mutation génétique qui est en train de s'opérer dans votre corps. La mutation génétique, elle s'est faite au moment oui, où mais votre embryon commençait à il y a une croître. évolution génétique. Toute l'histoire de la vie est l'histoire d'une évolution génétique. Et Il y a une hypothèse d'ailleurs qui est en filigrane de toute l'histoire du dossier ufologique, qui est celle de coups de pouce génétiques éventuellement, et peut-être que ça continue. Non, mais après, il y a d'autres choses, et puis on va faire une nouvelle pas pause et on va d'accord avec revenir. Non, mais moi je suis d'accord avec tout et d'accord avec rien. Si on tient un raisonnement qui se construit sans la moindre lacune, formidable. C'est d'essayer de savoir ce que l'on peut retenir de ces points De d'interrogation. toute façon, vous savez, on n'est pas Simplement. on peut balayer tout cela, comme le font beaucoup de scientifiques, enfin un certain nombre. Ça commence à évoluer. Hein. Mais nous on fait le contraire. Et puis ici, on nous- peut aussi s'y intéresser et vraiment de se poser des Eh questions. ben c'est pour ça on est là pour Voilà. se poser des Mais questions, mais on on n'est n'a pas pas là tout pour de suite la avaliser. réponse. On n'est pas là pour avaliser tout. Et entre autres, quand on dit si on devait avoir une influence sur les êtres humains, pourquoi mettre un implant dans le pied ou dans la main? Ça serait quand même Alors, plus spécialement dans le cerveau. Il y en a beaucoup dans le cerveau, seulement ça pose des problèmes Attendez, d'opération. J'ai une petite réponse à donner. Ouais. Alors. J'en parlais avec le docteur en l'air ces jours-ci et effectivement, on peut poser la question pourquoi les pieds, les mains, des petits emplacements comme cela. Et il semble que pratiquement tous les emplacements qu'on a repérés sont des emplacements où c'est assez facile de les mettre et assez facile de les enlever. Faux. Alors je m'inscris en Ah ben, faux. si, bah, c'est ce que dit le oui, docteur bah, Lair. écoutez, j'ai le droit de Alors. ne pas être d'accord avec le docteur Bah, Lair. d'accord. Alors nous allons voir pourquoi on n'est pas d'accord. On fait une petite pause, nous y revenons. Les extraterrestres existent-ils? Enlèveraient-ils des êtres humains? Y aurait-il
des autres êtres humains qui, dans des endroits secrets, chercheraient à s'accaparer certains d'entre nous pour les manipuler. Bref, un plan chez des individus, d'où ça viendrait? Est-ce crédible? Les questions sont posées. Nous sommes avec Marie-Thérèse Lebrosse et Gildas Bourdet. Le paranormal avec Marc Normand. Au 01 42 32 14 14, bon, il y a Stéphane, il est d'accord, hein, peut-être que ce ne serait pas spécialement les extraterrestres qui interviendraient dans ces opérations si elles ont bien cours. Rappelons quand même le cas étonnant de Valdès tout à l'heure, ce personnage-là, caporal dans l'armée chilienne. Il disparaît devant ses hommes, réapparaît un quart d'heure plus tard, c'est ça en gros? Oui, avec un vieillissement de barbe de 3 semaines, de 5 jours. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'il a été tenu au secret par l'armée et ce caporal est passé sans transition du titre de caporal au titre de colonel. Ah, c'est pas mal. Hein. Le colonel? Colonel. Vous êtes vraiment sûr? Ah oui, colonel, oui. Oh. Lieutenant-colonel, si. Bon. Mais au secret, moi j'ai jamais pu le rencontrer, par exemple. Au secret total, et quand on arrive à le voir au téléphone, le moment n'est pas pour lui venu encore de parler. Bon, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça parce que, bon, là, ça... Oui, il y a d'autres cas. Moi, j'en connais en France, mais... C'est-à-dire, en France, vous connaissez? Ah, j'en connais un en France. Alors, racontez. Il a été exposé, on en a parlé à une émission de France Culture il y a moins d'un an. Aussi, j'ai bonne mémoire. Il garde l'anonymat, on l'appelle Monsieur D. Je l'ai vu plusieurs fois. Et, très courtement, si vous voulez, il n'avait aucune expérience de quoi que ce soit de ce genre et il allait à la chasse. C'était un type très simple, très carré, un ancien technicien d'aviation à la retraite. Il allait à la chasse au petit matin dans la région de Haravilliers dans le nord et au détour d'une petite route à l'aube, un énorme ovni en stationnement. Avec des lumières qui clignotaient et tout. Et il a eu l'impression, il y avait deux voitures, il y avait une voiture derrière, donc il y a plusieurs témoignages, et il y avait une autre voiture qui attendait de l'autre côté du village, qui a vu aussi passer cet engin quelques temps avant. Et il a le souvenir d'avoir été happé dans cet engin-là, il faisait 45 mètres de large, 40-45 mètres de mémoire, il y avait une énorme ouverture, hop, il s'est retrouvé à l'intérieur, et il a eu l'impression d'être examiné sur une table, et ensuite il s'est rappelé. Et c'est là que ça devient très étrange. Hein. Par la suite, ça n'était pas. Bon. Sur la suite, ça devient encore plus étrange. On n'est pas du même monde. Ça devient encore plus étrange, monsieur Menant. Oui. Il a eu le souvenir d'avoir été embarqué. Il a eu l'impression d'être embarqué à une vitesse fantastique vers un autre lieu, beaucoup plus vaste. Et d'avoir été confronté, pas très longtemps, avec des êtres de très grande taille, qui avait comme un visage d'aigle, quelque chose comme ça. Oui, mais Gildas Bourdet, quand on dit et alors, il a eu un phénoménal. Oui, mais une vitesse phénoménale, la physiologie humaine, théoriquement, on en a parlé. Il a eu l'impression de passer dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Oui, mais le caporal Valdès, comment il a fait? Ah non, mais j'en sais rien, non, je pose des questions. Simplement, il a été dans... Il a eu l'impression de passer basculer dans une autre dimension. Et il a gardé, alors puisque on faudrait peut-être parler de message un tout petit peu, et voici un message dont il se rappelle comme ça, télépathiquement. Ces êtres-là qui l'ont vivement impressionné, lui ont dit, c'est fini. Il a eu ce message-là. Et lui, il l'a compris comme, il va se passer de graves événements. Hein. C'est ce qu'il pense. Mais il trompe peut-être complètement. L'Apocalypse, l'Apocalypse nous fait promise. Ces messages-là sont extrêmes à prendre avec de très longues pincettes parce qu'on en a des tonnes. Ben oui, puis après, ça rejoint l'écriture automatique, le dialogue avec la mort, etc. On ne sait pas ce que ça vaut. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu des effets physiologiques, puisque c'était ça votre question. Oui. Donc je ne perds pas de vue. Il a eu beaucoup d'effets physiologiques. Il a eu l'impression d'avoir de l'électricité dans les pieds et dans les mains. Moi, je lui ai fait passer comment ça s'appelle, une photo Kirlian des mains et des pieds, et le médecin qui l'a fait lui dit « Oh, vous avez des mains de guérisseur ». Et c'était longtemps après, hein, c'était 1 an et demi après. Donc il y a eu des effets physiologiques, apparemment, c'est quelqu'un de crédible. Oui, j'ai rencontré sa femme, ses enfants, tout le monde, c'est des gens très simples en banlieue parisienne. Mais il n'est pas question il n'invente rien. Mais il n'est pas question d'abord...
Oui. Il y a celui qui veut escroquer les autres et qui C'est pas le invente. cas, non. Et puis après, on pourrait penser qu'il y a une alchimie dans le cerveau qui nous rend victimes. Il a été très perturbé mais pendant très longtemps. Non, mais et il essaie d'oublier. Non, mais rien ne prouve que si on avait fait une photo Kirlian avant Il aurait été tué déjà avant. Voilà. Non, attendez, il a eu aussi il a eu un objet qui lui est sorti de la hanche, une espèce de comme la taille, si vous voulez, d'un médicament dans une gélule, une sorte de gélule qui lui est sortie, et qu'il n'y avait absolument pas de pu, rien du tout, et avec sa femme, ils ont jeté ça aux toilettes. Ça, c'est un réflexe classique. Réflexe compulsif, c'est très curieux. Oui, alors il y a deux choses. Attendez, non, mais attendez, c'est très rigolo quand on commence à étudier le dossier. Moi, ça me frappait chaque fois que les gens parlaient d'un plan, comme par hasard. Oui, quand ils avaient rendez-vous avec un médecin pour se faire radiographier, et dans certains cas, opérer pour enlever cet implant, parce qu'il fallait quelquefois trouver des financements pour enlever les choses, comme par hasard. La veille, dans leur lit, ils avaient une aventure, on trouvait du sang sur leur oreiller, et quand ils passaient à la radio, l'objet qu'on devait enlever, qu'on avait examiné à la radio 15 jours auparavant, avait disparu. Mais alors je voudrais revenir au point du cerveau, parce que je ne suis pas d'accord avec le docteur Lair, ni avec ce cher Gildas. Il y a C'est votre droit le plus strict, Marie-Thérèse. Il y a énormément de cas dans le cerveau, et dans le cerveau c'est quand même beaucoup compliqué. Je voudrais vous raconter un cas très bref, et j'en ai plein d'autres. Celui de Kerry. Kerry fait du scooter des neiges. Et puis, on la retrouve à moitié nue. Son scooter des neiges est arrêté à quelques mètres d'elle, et ses vêtements sont bien posés, soigneusement, bien pliés sur le scooter des neiges. Pas de traces de pas, elle est complètement hors piste. Donc, la façon dont les objets étaient bien pliés exclut l'idée qu'ils aient pu être jetés à distance. Pas de traces dans la neige. Elle a un trou à la base de l'oreille, là, dans lequel je pourrais introduire l'extrémité de mon 5e doigt, de mon auriculaire. De mon auriculaire. Le petit doigt qui vous cause. Le beau-père est chirurgien du cerveau. Il est affolé par l'histoire de Kerry, qui est évanoui, qui ne se souvient absolument de rien, ni d'un accident, ni quoi que ce soit, d'où sort ce trou. Il n'y a pas de sang, elle a un trou. Et il lui fait un examen évidemment du cerveau, et il trouve une masse blanche. Un enchevêtrement est fouillis dans le cerveau qui ne peut pas opérer parce que ça touche une zone du cerveau beaucoup trop innervée. On ne peut pas intervenir là. Nous avons le même cas avec Whitley Strieber, personne fort connue du domaine des enlèvements, et surtout Alice Haggerty. Et moi j'aime beaucoup le cas d'Alice, que je connais bien. Avant de raconter le cas d'Alice Purdy, moi je voudrais quand même vous objecter que dans ce qui est rapporté par le docteur Lair, il n'y a pas la moindre incision, pas la moindre trace pour aller déposer l'implant. Alors là, c'est le contraire, là, puisqu'il y a un énorme trou. Alors, il y a des maladies chez les extraterrestres. Non, il y a de tout. C'est-à-dire, on voit des gens qui vont se faire, par exemple, une opération de la colonne vertébrale, ils ont un accident de voiture. Ils vont visiter l'hôpital, radio, etc. Et le médecin leur dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'avez pas dit que vous avez déjà été opéré? Et je lui dis, j'ai jamais été opéré. Le cas de Linda Cortillet, par exemple. N'oublions pas la première. Attendez, on va revenir. Pour pas que se perde, n'oublions pas, il y a des amis qui nous écoutent. Alors, vous avez lancé un nom. Alice Haggerty. Alice Haggerty. Alice Haggerty, une petite fille d'un milieu modeste, a des visites dans sa chambre dont elle ne parle pas à sa famille. Elle dit que c'est un ange qui la visite. Puis elle tombe très malade, et ses parents appartiennent à une secte qui interdit les interventions médicales. Et le médecin lui annonce simplement à la mère que Alice va mourir si on ne l'hospitalise pas. Ça fait rien, si elle meurt, c'est que Dieu l'a voulu. Et comme d'habitude, un ange rentre dans la chambre d'Alice, la prend dans ses bras, l'emmène dans une structure, elle n'emploie pas le mot ovni, et là, elle découvre un chirurgien amérindien qui l'opère de façon très particulière. Je vous passe tous les détails des cylindres verticaux dans lesquels elle était immergée, dans de l'eau, elle parvient à respirer. Mais pour vous la faire brève, elle se retrouve dans son lit tellement guérie qu'elle a faim, et elle se lève et elle réveille sa mère au milieu de la nuit pour dire qu'elle a faim. Elle était à l'article de la mort, elle se nourrissait pas depuis 8 jours. Dossier médical, le docteur Pagaret, enfin j'ai son nom bien sûr, tout ça c'est vérifié. Bien. Quand elle veut raconter son histoire, ses parents la rouent de coups en lui disant que c'est mal de mentir pour une petite fille qui croit en Dieu. Et on va voir le pasteur. Elle raconte toujours la même histoire.
Et le pasteur lui interdit d'aller à l'église tant qu'elle racontera des mensonges pareils. Elle continue ses histoires. La gamine, j'aime bien ça. Elle continue ses histoires à être enlevée périodiquement. Pour elle, c'est toujours un ange. Malheureusement, elle rencontre un jour le docteur Jacobs, qui évidemment veut la faire régresser sous hypnose. Et Alice me dit, je le publie dans mon livre d'ailleurs, Alice me dit, tous mes enlèvements étaient merveilleux, mes expériences, parce que j'avais toujours un ange qui m'aimait, qui me protégeait. Depuis que le docteur Jacobs m'a fait régresser sous hypnose, parce qu'il voulait absolument que ce soit des aliens, maintenant, mes enlèvements sont épouvantables. Je suis enlevée par des aliens qui me torturent, alors qu'avant, j'étais enlevée par des anges. Mais, lorsque Whitley Strieber, veut trouver des sujets, il est prêt à financer d'ailleurs, acceptant une intervention chirurgicale pour retrouver des implants parce qu'il veut la preuve objective des implants. Lui, il a une masse blanche dans le crâne. Alice, on lui fait passer un scanner, on lui fait passer une image par résonance magnétique nucléaire, et on trouve exactement la même masse blanche dans le cerveau. On ne comprend pas, absolument pas à quoi ça. Colette McDowell... Mais Marie-Thérèse, moi ce qui me gêne, tu vous dites une masse blanche. Je vais vous laisser. Attendez, Gildas, on va revenir, bien évidemment. Simplement, et c'est la même objection que j'avais eue pour vous tout à l'heure, on peut penser que si, restons dans l'hypothèse extraterrestre, ou même d'entités qui pourraient avoir une manipulation sur nous, pour arriver à aller aussi loin, ils disposent d'une technologie qui est en avance sur la nôtre et elle est extrêmement discrète. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas une cohérence. Ce que je voulais dire, pour essayer d'avancer un petit peu dans le débat, c'est on se demande, bon, qui sont ces extraterrestres? Oh, mais ils sont débiles, on ne comprend pas ce qu'ils font, et puis on a des histoires qui divergent. Moi, je crois qu'il faut bien se mettre une idée dans la tête, c'est que c'est très complexe et que le cosmos, la Terre, c'est très compliqué. La Terre, le microcosme, comme disaient les ésotéristes, c'est très complexe. L'humanité est très complexe. Pourquoi voulez-vous que ça soit plus simple ailleurs? Mais c'est pas ça. C'est très complexe. Mais non, mais attendez, mais c'est pas... Non, mais on a affaire à plusieurs civilisations éventuellement. Mais il peut y avoir des milliards de civilisations si elles arrivent à venir jusqu'à nous, étant donné les connaissances qui sont les nôtres et qui montrent que nous sommes à des années-lumière d'êtres qui pourraient exister. Il est évident qu'ils disposent d'une technologie de pointe, qu'ils sont en avance sur nous, énormément, et qu'ils ne peuvent pas tomber dans des démarches de charcutier, je dirais. Mais justement, c'est très léger ces opérations, c'est très léger. Enfin, c'est quand même de l'artisanat par rapport à ce qu'il alors là, il y en a un très grand nombre apparemment. Je vous signale. Mais c'est pas ça. On va parler d'autres phénomènes comme les mutilations de bétail, c'est énorme comme phénomène aussi. C'est un autre dossier. Oui, c'est un autre dossier, mais... Il y a quand même une autre hypothèse qu'il faut prendre en considération, et c'est pas une spéculation complètement folle, c'est celle qu'on appelle l'imaginal. Vous avez notre monde que nous croyons réel, parce que nous avons assigné des normes, et nous croyons que cette table est réelle, matérielle, etc. Et puis il y a le monde imaginaire. Et entre les deux, il y a ce monde intermédiaire, dont a très bien parlé Henri Corbin, qui s'appelle l'imaginal. Oui, mais vous avez là des objets réels. Vous permettez, Gildas. C'est un monde dans lequel on ne peut pénétrer que dans des états de conscience particuliers. Ce sont les états qu'on est mystiques. Bon. Or, nous voyons quand même des mystiques qui, sans quitter leur maison, moi j'ai bien connu Thérèse Neumann par exemple, présentent des stigmates tout à fait incompréhensibles. Qui vous dit, spéculation n'est pas complètement idiote, que, alors que nous acceptons parfaitement que des grands chamans, des grands médiums, que des grands mystiques puissent rentrer en état de concentration de transe dans ce monde imaginal, il n'y a pas des êtres des individus normaux, statistiquement parlant, comme vous ou moi peut-être. C'est gentil, merci, j'en ai qui sont propulsés dans ce monde où ils interagissent avec d'autres créatures qui viennent les rencontrer dans ce monde. Notre corps n'est pas fait pour assumer ce type d'expérience. Et qui vous dit que ce n'est pas notre corps qui somatise ainsi? Non, mais c'est vrai que c'est simple. Non, attendez, là, ça peut pas coller, là, je suis désolé. Ah oui, parce que là, ça signifierait... Je veux bien croire qu'il y a des éléments... Non, que la intervention... Non, mais que la psychologie humaine, les miracles, qu'ils soient là, n'oublions pas les miracles véritables qui sont constatés par les médecins dans les services les plus élaborés et des guérisons totalement inexplicables. Ou les miracles religieux. C'est le psychisme qui agit sur la physiologie. On voit des cancers qui disparaissent. Les cas d'inédits... Mais de là
de là à créer la matière, et que cette matière ait une cohérence d'un esprit à l'autre, parce que je dirais que le miracle, il me concerne moi, et moi uniquement. Je voulais dire ici que le docteur Lair, pour prendre cet exemple, puisque c'est lui qu'on parle, il est tout à fait ouvert à ce genre de spéculation. Donc, il ne sait pas du tout c'est ceci ou c'est cela. Il faut essayer de comprendre que ça peut être tout ça. Il y a différents aspects. Il y a des phénomènes étranges, des phénomènes parapsychiques, des phénomènes paranormaux. Il en a eu lui-même. Il en raconte un bout dans son livre, d'ailleurs. Et mais il y a aussi des aspects extrêmement concrets, extrêmement matériels, et c'est cela, en premier lieu, qu'il a voulu étudier. Non, mais il y a encore des questions à se poser. Oui. C'est la première aussi. Pourquoi lui arrive-t-il à opérer? Pourquoi ne contacte-t-il pas des grands professeurs au moment d'une opération, qu'il y ait un certain nombre de témoins pour accréditer, etc. Alors là, il faut évoquer les difficultés. Alors là, il a rencontré des difficultés inouïes pour ce docteur. Alors on va voir les difficultés dans un instant. Ça sera notre dernière pause avant le flash de 17h, mais nous sommes ensemble encore une bonne vingtaine de minutes avec Marie-Thérèse de Brosse, son livre Enquête sur les enlèvements extraterrestres aux éditions J'ai lu, et puis Gildas Bourdet, écrivain, ufologue, OVNI, la levée progressive du secret aux éditions JMC, et ce livre donc du docteur Lair, L-E-I-R, aux éditions Le Mercure Dauphinois, OVNI et un plan, et le docteur Lair sera à la salle Adiar, 4 Square Rap à Paris dans le 7e, mercredi à 20h. Maintenant. Et si les extraterrestres existaient, et si les extraterrestres de temps en temps enlevaient des êtres humains, et s'ils allaient plus loin, nous apposaient des implants, pieds, mains, tête, bref. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas trop de logique dans le choix de la physiologie pour déposer ces petits appareils. Appareil, d'ailleurs, c'est un terme impropre, car on n'a rien qui puisse nous permettre de comprendre à quoi servent les 10 implants. On peut répondre à une ou deux questions au 01 42 32 14 14. Il y a Lynn, entre autres, c'est pas tout à fait, c'est une incidence qui n'apparaît pas vraiment dans ce que nous avons évoqué aujourd'hui, mais qui montre bien quand même qu'il faut se défier de tout ce qui est avancé en matière d'extraterrestres. Elle se rappelle du fameux dossier Roswell qui avait été traité à la télévision, et elle dit alors que faut-il conclure de tout ça? Foutaise, pas foutaise? Eh ben écoutez, moi je vais vous dire que j'ai fait un livre à l'époque et je suis en train de le mettre à jour, et j'espère qu'elle aura de l'intérêt, suffisamment d'intérêt pour la chose, elle aura la réponse détaillée sur 250 pages dans pas très longtemps. Non mais théoriquement c'est de la foutaise. Non, c'est pas de la foutaise du tout, c'est extrêmement solide, Roswell. Ne confondez pas Roswell et l'autopsie. Ah voilà, merci Marie-Thérèse de me donner un petit coup de main. L'affaire de Roswell a été complètement explosée par ce scandale de l'autopsie d'un soi-disant extraterrestre de Roswell, qui n'était peut-être sans doute pas un extraterrestre, qui était sûrement pas de Roswell, et qui était, à mon avis, un coup monté, moi, dont je devine les auteurs. Hein, mais... Alors, et pourtant, vous aviez cru au départ. Non, j'ai été très prudent, je vous signale. Je suis d'être revenu de la séance là à Londres le 5 mai, on en a discuté avec Nicolas Maillard et Joël Ménard toute la soirée, et moi j'ai dit, je ne sais pas. Nicolas Maillard, d'ailleurs l'assistant de Jacques Pradel, pensait que c'était du bidon, mais son patron pensait autrement. Mais laissons Jacques où il est, voilà. Je pense que c'est un excellent professionnel. Il a fait du très bon travail. Et je crois qu'on lui a trop un grand coup de chapeau, parce qu'il a fait un très bon travail. Parce que Jacques est un excellent professionnel, je crois qu'il était victime là il a eu d'un emportement des... Il a subi un lynchage médiatique. Voilà. Il ne faut pas confondre, c'est pour ça que je précise, il ne faut pas confondre le crash de Roswell et l'autopsie. Alors, le dossier du crash est très solide. D'accord. Eh bien, quand vous sortirez le livre, on fera peut-être une émission là-dessus. Simplement, moi, ce qui me paraît étonnant aussi, c'est que dans les descriptions que nous avons des extraterrestres, à chaque fois, on peut s'interroger parce que soit ce sont des humanoïdes, soit ce sont des personnages qui correspondent à l'imaginaire humain. Ce sont donc toujours des extrapolations. Soit ce sont des soldats américains en uniforme, on a tout. Oui, mais ça peut être aussi des images, ça peut être des images implantées. C'est très complexe. Il y a aussi des images implantées, des mises en scène. On sait très bien des images écrans. Non mais quand vous dites ça, ça signifie quoi? Ça signifie donc que les implants que l'on retrouve sur les individus sont des éléments émetteurs.
et mettre quelque chose ou des éléments régulateurs. Si je reprends... Ça peut être d'autres fonctions. Oui, mais quand je lis, moi, dans le bouquin de l'air, un plan, que la façon, hein, quand il décrit, il dit, c'est un petit objet bombé, alors soit en forme de T, bombé de 2 cm, 1,5 cm de long, 1,5 cm de large, ça comprend 11 éléments, à un moment donné, il parle de nitrate de bore, de fer, de magnésium, il dit qu'il y a une petite enveloppe qui est une enveloppe biologique. Destinée vraisemblablement à éviter l'inflammation. Il y a également, il y a également des implants qui soudain se désintègrent lorsque... Des agrèges, bon, d'accord. Ouais. Et puis les autres... par le nez, d'ailleurs, il y a beaucoup de cas dans la littérature de gens qui, en se mouchant, expulsent. Oui, d'où l'expression de tirer le verre du nez pour avoir la vérité. La vérité, on a du mal à connaître. Mais vous n'allez pas la connaître aujourd'hui, monsieur Menon. C'est trop complexe et encore trop mystérieux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas tout. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui restent confidentielles à cause du ridicule qui est attaché à tout cela. Et ceux qui se sont mouillés, comme l'a fait le docteur Lair, ils ont subi des conséquences éventuellement terribles. Non, mais aujourd'hui, a failli perdre son poste. Non, mais aujourd'hui, le docteur Lair a failli mourir de crise cardiaque, étant interdit d'exercice de la médecine, étant ruiné littéralement. Non, mais aujourd'hui, il peut plus reculer, alors il peut y aller, il peut tout déballer. Il peut pas être discrédité qu'il ne il a une étude en cours avec Nice et il n'en parlera dans quelques temps. Il m'en a parlé en privé, mais il en parlera plus tard. Non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que on dit dans cet ouvrage, et vous l'authentifiez vous, que des laboratoires s'intéressent à ces implants. On arrive à trouver les éléments qui composent les 10 implants. Or, il n'y a personne qui essaie de savoir la structure même de ces implants et à quoi ils peuvent servir. Ils ont essayé justement, il y a eu toute une étude justement sur les implants métalliques dans un grand laboratoire du Texas, dont j'ai ici une lettre de conclusion, et qui dit que c'est ma conclusion que ce matériel pulvérulent, powered matter, collecté dans ce échantillon mystérieux, disons, est amorphe et nous n'avons pas pu voir d'arrangement ordonné des atomes, et pourtant il a des propriétés fortement magnétiques. Et ça, ils ne savent pas l'expliquer. Oui, parce que s'il y a des propriétés électromagnétiques, il faut que les atomes de fer soient organisés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est complètement amorphe et inorganisé, et il a des propriétés magnétiques. C'est totalement illogique. Là. Bon, voilà. Il y a une contradiction interne. C'est un PhD de géologie de l'Université du Texas qui signe cette lettre. Vous l'avez, je vous ai fait copier. Mais on pourrait penser aussi que ces éléments soient, pourquoi pas, dégradables à distance si on cherche à les enlever. Éventuellement aussi. Mais là, quand il est étudié, il a encore des propriétés magnétiques et ils n'y comprennent rien, en fait. Ils sont éberlués. Bon, à un moment donné, il y a une opération qui est entreprise sur un des domaines, je crois que c'est Peter. Alors, c'est une belle histoire avant d'ailleurs, Peter. Une belle histoire de rencontre rapprochée. Allez-y vite. Allez-y, non, vous la connaissez mieux que moi, l'histoire de Peter. Écoutez, il y a plusieurs histoires. N'oublions pas que le principe de Peter, c'est de ne pas... le principe de Peter, on dépasse ses capacités. Il est avec un de ses... Il était un jour chez lui, simplement, avec sa femme, il se couche, et puis il est réveillé sans aucune raison, et il a besoin de sortir. Non, il n'est pas marié à l'époque, il est un garçon, et il a besoin, encore une fois, compulsif de sortir. Il fait froid dehors, il sort chez lui, donc tout ça, il est réveillé, n'est-ce pas? Et bien que frappé par le froid, il est un jeune garçon à ce moment-là. Il voit une lumière, et il a horriblement peur, c'est sa première réaction. Et puis il entend comme un bruit d'explosion, et il ressent une douleur épouvantable sur le dos de sa main. Alors il y avait une espèce d'ovni, enfin il n'emploie pas le mot il n'emploie pas le mot d'ovni. Un objet qui s'immobilise à 6 mètres de lui, qui est une sphère. Et puis un peu plus tard, il est en train de faire une partie de pêche avec un de ses copains sur un lac. Et pendant qu'il pêche, il y a un objet volant qui fait des loopings, qui a un vol erratique. C'est plus tard, ça, Oui, c'est ce que j'ai dit plus tard.
Et lui a une idée assez rigolote, et on trouve très souvent ça dans le dossier OVNI, il va dans la voiture et prend une torche. Très intéressant. Et il fait des signaux lumineux. Voilà. Moi j'ai déjà fait ça. L'OVNI répond. Une réponse. Et l'OVNI répond. Attendez. Vous avez une lampe électrique dans votre poche. Attendez, alors j'ai fait ça avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque vous l'avez invité à cette émission, qui est Jean-Luc Rosier. Ouais. Jean-Luc Rosier, quand on va chez magnétiseur, on a toujours des phénomènes OVNI absolument extraordinaires. Et il est arrivé, avec quelqu'un qui ne croyait absolument pas aux OVNI, d'être suivi dans la route par un objet. J'avais une lampe vraiment pas forte. Vous faites quoi, vous, en général, Marie-Thérèse Labrosse? Eh bien, de l'eau de Volvic, ou du moins beaucoup, mais je ne suis pas payée par la publicité. Bon, il n'y a jamais... Beaucoup, c'est la meilleure. Et elle ne fume pas la moquette. Et je n'ai jamais fumé la moquette. Oui. Bon. Alors, donc, l'OVNI leur répond. Ensuite, beaucoup plus tard, il a un petit accident d'automobile et il se blesse le bras. Donc, il va voir un médecin qui lui fait une radio, et cas classique. Le médecin lui dit, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait opérer? Et Peter répond, non, jamais. C'est toujours la même chose. Voilà. On parlait tout à fait de Linda Cortillet, la fameuse qu'on dit la lame du souvenir de l'enlèvement du siècle. Oui. Un jour, elle se réveille avec une bosse dans le nez. Et comme c'est une femme qui est belle, elle est coquette, elle va voir un médecin qui lui radiographie le nez et qui lui dit, mais vous êtes fait une très belle opération esthétique du nez. Et Linda dit jamais. Et elle appelle ses parents pour savoir si petite fille, on lui avait fait une opération. Jamais. On trouve à la radio quelquefois des traces d'intervention. Et ça, ce sont les chirurgiens qui découvrent ça. Mais alors là, j'en ai parlé, j'ai beaucoup de cas dans mon livre. Oui. J'ai un cas allemand formidable à la colonne vertébrale, Peter Kaufmann. Il y a beaucoup de gens qui vont pour une opération complètement normale voir un médecin qui les fait radiographier, et le radiologue, c'est son métier, il sait lire une photo, il dit, vous avez déjà une intervention, comment ça se fait que vous n'avez pas de cicatrice sur la peau? Il y a plusieurs cas chez le docteur Lair comme ça. Non, mais ne pourrait-on pas imaginer que nous ayons des petites fractures et que l'ossification puisse se refaire naturellement? Oui, bon. Pareil, pour un œil comme vous ou moi, lisant une radio, on pourrait peut-être commettre l'erreur. On ne peut pas un homme de l'art, voyons. Je sais pas, parce que comme on n'envisage même pas l'hypothèse que l'on puisse avoir comme ça des fractures auxquelles on ne prêterait pas spécialement. Alors les objets, encore une fois, qui sont d'origine triviale, disons, laissent toujours certaines traces. Il y a une cicatrice d'entrée et il y a aussi cette inflammation au moins résiduelle dont on peut vérifier la trace au moins au microscope sur les tissus adjacents. D'accord, mais Gilles Dasbaudet, il n'y a rien de tel. Dans les cas du docteur Lair, mais tout à l'heure Marie-Thérèse nous parlait de cette Alors il y a d'autres cas peut-être. Ah ben voilà, il y a d'autres procédures. Oui, effectivement, il y a d'autres cas. Il y a d'autres procédures. Mais il y a des gens qui se plaignent d'opérations effroyables. Avoir des ovnis, on leur prélève des fragments de gencives, enfin toutes sortes de choses qui sont des tortures épouvantables. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais on voulait dire un mot tout à l'heure, juste avant l'interruption, quand même des pressions qu'a subi le docteur Lair, si on peut dire un mot. Bon, quand même, il faut savoir que il a été quand même très freiné, parce que vous vous interrogiez, je vous comprends très bien la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas des grands professeurs qui se penchent là-dessus? Ben oui, Eh bien, il y en a peut-être, mais qui restent dans l'anonymat à l'heure actuelle. En tout cas, il y a des gens d'un certain niveau, je vous ai montré des papiers là, de gens qui signent, qui sont des PhD, qui sont des gens connus. Par exemple, il y a ici un professeur Rancher, qui est un Rancher, du collège international des chirurgiens des États-Unis, qui est un personnage très connu, qui est un grand pathologiste. Il a signé un papier quand même. Oui, il y a des gens qui quand même se sont manifestés. Non mais d'accord, mais ce qui m'étonne, c'est que l'on stagne à un certain point, en particulier sur l'observation de ces implants en eux-mêmes. Que l'on puisse même pas émettre une hypothèse en fonction de la structure de ces implants. Il y a plein d'hypothèses. Tout n'est pas dit, il y a des choses qui restent confidentielles. Pourquoi? Et nous sommes en plein milieu, c'est mon idée à moi, je sais pas si, enfin je sais qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi, et c'est le cas du docteur Lair en l'occurrence, nous sommes dans un processus de divulgation progressive. Le colonel Alexander, parce que ce sont des secrets très importants, des choses qui sont assez bouleversantes, mais on ne peut pas tout étaler d'un seul coup. Pourquoi? Mais parce que c'est très traumatisant.
C'est très traumatisant. L'air, il a pris le risque Vous de voulez se mettre à la planquer la fenêtre. trouille à tout le temps, les gens vont plus oser sortir. La nuit, ils vont se regarder... Mais si, tiens, on sortira même mercredi soir et à 20h, on se retrouvera à salle Adiar, ADYAR, pour la conférence du professeur, du docteur Lair. C'est 4 Square Rap à Paris, dans le 7e. Merci à tous les deux, Marie-Thérèse Debrosse. Je rappelle, enquête sur les enlèvements extraterrestres aux éditions J'ai lu. Et puis vous, Gildas Bourdet, OVNI, la levée progressive du secret, aux éditions JMG. On se retrouve donc la semaine prochaine de 15h à 17h et puis le samedi de 16h à 18h. Merci.